c'est qui ce connard du business, tu vois, qui vient niquer la vibe de la création de contenu. Au démarrage, on faisait la teuf, on était au soleil, mais on charbonnait. Cette billetterie, ça nous a sauvés, quoi. Ça fait que direct, on a pu rentrer un peu de cash, on a pu commencer à payer des équipes. Et on leur dit rendez-vous en septembre dans les locaux qu'on a pas. Les moments où on s'engueule, tu vois, on se défonce la gueule. Les moments où on est en stress de ouf parce qu'on n'a pas de thunes sur le compte. Tu vas aller sur la lune, mais t'arrives avec un delta plat. Ouais, c'est ça. 1 500 000 emplois créés indirectement. On est un peu moins de 30 millions d'actifs en France, donc ça fait une personne sur 20 qui bosse dans la créateur économique. Une trésor qui est très fine, on est pile au moment où le BFR est le plus fort. On paye les acomptes, on paye les salaires, on n'a pas encore d'argent qui rentre dans la boîte. C'est bon, ça rec. On y arrive enfin. On est au mois de mai. Depuis le mois de janvier, je pense que je vous demande de faire ce podcast un petit peu after Paris Creator Week en mode vas-y, je vais inviter les trois, on va faire un débrief. En plus, je ne l'ai jamais fait à 4 et tout, ça peut être sympa. On est au mois de mai parce qu'on n'a jamais réussi à se trouver une date. Tout le monde est un peu trop occupé. Mais on a enfin réussi, donc c'est très cool. Comment vous allez les gars ? Très bien. Trop bien, ouais. Enfin, je te disais en arrivant, grâce à toi, là je vois un peu mes deux associés. Nous aussi, on a un peu notre vie, on a du mal à se voir tous les trois. C'est assez, enfin on te racontera, mais on a pas mal du coup divergé quand on peut plus être tous les trois vraiment sur la Paris Creator Week à fond. Donc voilà, donc on est content aussi de se retrouver, de te retrouver et de retrouver un peu Pierre et Karim, quoi. Bah, et c'est cool en fait, limite, alors il n'y a pas vraiment de programme dans le podcast, mais évidemment moi j'ai envie qu'on fasse quand même un gros focus sur la Paris Creator Week, donc la Creator Economy dans son ensemble. Pourquoi vous avez pris la décision de créer cet événement? On va le rappeler, qui est le premier et donc du coup le plus gros événement sur la Creator Economy en France. Et je pense qu'en plus l'ambition elle va même au-delà de la France, ça vous en parlerez tout à l'heure. Comment on crée un tel événement quand on ne sait pas le faire, quoi. Et surtout quand on s'y prend pas au dernier moment, parce que en fait je crois que vous l'avez fait en à peine 6 mois, donc c'est quand même assez ouf. Et du coup, comment vous avez ressenti l'événement et comment on se sent maintenant quand on va faire du coup l'épisode 2 qui avec un peu plus d'expérience, sûrement plus d'ambition et sûrement plus de bouteilles, quoi. Ça vous va comme programme? C'est top, let's go. Bon, je pense pour poser le contexte pour peut-être celles et ceux qui vous connaissent pas, ça peut être peut-être bien que vous vous présentiez. Ça va du coup, je pense, poser le contexte de la genèse de votre rencontre, de comment vous avez décidé de faire la Paris Creator Week. Parce que je pense qu'au début, tout démarre, je crois, avec toi, Marc, alias Jocaris, avec ta création de contenu. Puis tu vas nous raconter peut-être comment vous êtes rencontrés tous les trois, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, donc moi, je bosse 7 ans en banque. Je m'intéresse à 30 ans à un écosystème qui s'appelle la Creator Economy. Personne n'utilise ce mot-là, Creator Economy, en France. Tu vois, ça n'existe pas. C'est en fait un mot qui vient des fonds de venture capital aux US et qui définissent cet écosystème un peu où il y a des créateurs de contenu, des plateformes et tout ça. Et donc, rien que le fait que ça ait un nom aux US, tu vois, Creator Economy, alors qu'en France, c'est les influenceurs, les créateurs de contenu, tout le monde n'a rien à foutre. Je me dis, putain, il se passe un truc, tu vois. Et donc, je me fais chier dans mon taf et je me dis, voilà, je vais me lancer dans la Creator Economy. Bon, je commence dans les jeux vidéo. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu le berceau de la Creator Economy. Au début, sur YouTube, sur Twitch, il y a un peu que des créateurs à jeux vidéo. Tu vois, Squeezie, Inoxtag, les gros créateurs de contenu aujourd'hui ont commencé pour la plupart dans les jeux vidéo. Et tu as des gens finalement dans les jeux vidéo qui ont une très très bonne expertise, une très très bonne compréhension de comment faire des collaborations commerciales, tout ça. Bon bref, je me lance dans les jeux vidéo, je commence à me faire connaître là-dedans. Et c'est là que je vais me tourner, ça commence à marcher, je commence à avoir des gens qui me suivent, des marques qui m'approchent. Et à ce moment-là, je vais me tourner vers Pierre, donc avec qui je suis pote depuis 10 ans. Pierre, c'est lui. Voilà, Pierre qui est le sosie officiel de François Civil, là, qui est en face de moi. Et donc ouais, je suis parti avec cette idée de me dire, il y a un truc cool sur la Creator Economy et j'ai envie de trouver mon positionnement, mais je savais rien de plus. Tu vois, j'avais cette intuition, il va se passer un truc dessus. Et juste, si je devais te dire d'où vient cette intuition, je dirais que le truc pas rationnel, le truc qui vient du cœur, c'est de se dire, au taf, chez Goldman, enfin dans la banque, pour ne pas les citer, tout le monde bullshit tout le monde dans tous les sens, tu vois. Et en fait, dans la création de contenu, je trouvais ça cool que les gens attachent plus d'importance à un créateur de contenu qui n'est pas un expert, mais qui est authentique, qui a l'air sympa, tu vois. Tu préfères suivre un mec qui a l'air sympa et qui te dit du mieux qu'il peut, tu vois, ou du mieux qu'il sait, il te parle d'un sujet, qu'un expert, un sachant que, où tu sais qu'il y a peut-être de la politique derrière, il y a peut-être, tu vois, un média qui est détenu par un milliardaire, une entreprise qui a d'autres enjeux et tout ça. Donc c'est ça qui m'attire, je me dis, il est en train de se passer quelque chose, ces gars-là vont remplacer les médias, et c'est fun, et c'est un luxe aussi de pouvoir dire ce que tu penses. Donc je me lance comme ça dans la création de contenu, et le truc commence à marchoter grâce aux jeux vidéo, et je sais pas du tout où je vais, et là je me tourne vers Pierre, avec qui voilà, on est méga potes depuis 10 ans, on s'est rencontrés à l'ESCP, on organise des vacances ensemble un peu, tu vois, et on voit qu'on est assez bon dans le sens en duo, parce que moi j'ai une idée d'un truc où j'ai envie d'aller et Pierrot sait comment le structurer, quoi. Donc c'est voilà, je te passe la balle. C'est vrai que souvent on prend l'image avec Marco que
Marc va aller sur la Lune et moi je construis les ascenseurs. Et sans Marc, il n'y a pas de Lune, mais sans moi, il n'y a pas d'ascenseur. Okay. Et pour le coup, on définit notre duo comme ça sur pas mal de choses. Comme il le dit, on a monté des groupes de potes, des soirées, des projets ensemble depuis un petit bout de temps. Donc moi, je sors à ce moment-là d'une période de 10 ans d'entrepreneuriat. J'étais avec une personne qui avait une grosse partie du capital de mes boîtes et qui m'a mentoré pendant une dizaine d'années. Mais je me suis rendu compte que bosser dans le sport, la formation en ligne, c'était pas mon grand kiff. Et je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, qui étaient dans mon premier job, une agence de création de contenu et de vidéo à l'époque qui s'appelait Peter Franklin. Et quand je rejoins Marc sur le projet, c'est pour l'aider à structurer toute la partie commerciale, parce que la création de contenu, c'est un business absolument incroyable. Tout le monde peut s'y mettre du jour au lendemain. Mais la réalité économique, c'est qu'il faut créer des produits, des offres, les vendre et qu'il faut faire vivre les chaînes. Parce que produire du contenu, c'est entre guillemets facile, mais en faire un métier, en faire une vie, en faire une entreprise, c'est quelque chose d'ultra complexe et quelque chose d'absolument incroyable. Moi, ce qui m'attirait dans ce projet, au-delà du fait de le faire avec un pote d'abord, puis un deuxième derrière, parce que comme l'a dit Marco, on s'est rencontrés à l'ESCP avec Karim, c'était que dans la création de contenu, quand tu détiens une communauté, c'est une facilité incroyable pour lancer des boîtes. Et donc, moi qui avais bossé sur des boîtes from scratch, dans plein d'univers différents, la finance, la formation, le sport, bénéficier de cette communauté, quel que soit le sujet, je trouvais ça absolument passionnant de pouvoir lancer des boîtes du jour au lendemain avec une communauté qui te suit à partir du moment où tu as un produit qui est cohérent, une offre qui était cohérente. Et j'ai découvert ça avec Marc dans l'univers Jocarise. Et ensuite, quand on a commencé à se poser la question de, sous la bannière et un peu ce qu'avait envie de faire Marc, à savoir fédérer cette économie, la rendre un peu plus légitime et sortir de l'image que tu utilises tout le temps, qui est les vendeurs de shampoing à Dubaï, c'était comment est-ce qu'on monte quelque chose de professionnel. Et il s'avère qu'à ce moment-là, donc dans cette période un peu de recherche, on se voyait énormément avec Karim, parce que Karim et moi, on était en train de chercher notre seconde vie, notre second souffle un peu entrepreneurial. Donc on a fait plein de conneries et je laisserai Karim un peu raconter toutes les conneries de business qu'on a lancées ensemble pendant cette période-là. Et peut-être qu'on attaquera là avant d'attaquer sur la Paris Creator Week. Mais ouais, cette période où on bossait pas mal avec Karim, avec Marc d'un côté sur le produit et avec Karim en train de chercher des business, tu vois, à faire chez lui le week-end et la semaine, quoi. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin de faire les transitions. Vous passez la patate comme ça et tout, c'est parfait, nickel. Non, je sais pas s'il y a un grand intérêt à lister tous les trucs sur lesquels j'ai bossé moi tout seul ou les trucs avec toi. Mais effectivement, le hasard a fait qu'on était à peu près au même stade, au même moment. Moi, avant, j'étais dans les cryptos. J'ai fait 7 ans dans les cryptos, où j'ai commencé en 2016, 2017, un truc comme ça. J'avais une boîte de trading. Le sujet, quand tu veux convaincre quelqu'un de te confier la gestion potentiellement de millions, de centaines de milliers d'euros par jour, tu peux pas faire du cold calling, c'est très dur. Tu peux pas faire du Google Ads, tu peux faire du contenu à la limite, mais même ça, c'est très dur. La vérité, c'est que ce genre de clients, tu les trouves et tu leur parles dans des events. Et donc, en parallèle de mon métier premier, qui était en fait le market making, ça, toi, tu connais bien, j'organisais des events. Donc, ça a commencé par des meet-up. On avait un meet-up qui s'appelait les Crypto Mondays. C'était le plus gros meet-up récurrent à Paris. C'était 200 personnes par mois dans des lieux qui changeaient à chaque fois. C'était trop cool. Et ce meet-up, en fait, en réfléchissant à qu'est-ce qu'on le fait devenir, il est devenu, en fait, en 6 mois, la Paris Blockchain Week, quoi. Et la Paris Blockchain Week, aujourd'hui, c'est 10 000 personnes par an au Louvre. C'est un événement qui est dans le calendrier de tous les professionnels de la blockchain et de la crypto, que ce soit les corporates, les DGen, on appelle ça, tu vois, les gens qui sont dans la crypto depuis toujours, les startups, etc. Il est vraiment dans le calendrier de tous les events que tu fais dans ton année de travail. Tu passes par la Paris Blockchain Week, quoi. Donc en gros, le playbook et ce qu'on a créé dans la Paris Creator Week, c'est on n'a pas réinventé la roue. En revanche, ce qu'on fait, et ce qui est dur, c'est de s'adapter à ce nouveau secteur, quoi, qui est on n'est pas dans des startups blockchain et des startups crypto, on est dans un truc qui est très très différent, avec des créateurs de contenu, avec des artistes, ce qu'on n'avait pas forcément avant, avec des boîtes de la même taille que je pouvais côtoyer avant. Donc c'est pas facile. En revanche, la facilité qu'on a, c'est que je suis venu en disant, globalement, on va viser telle taille d'event, on doit avoir ça pour que ce soit à peu près un succès, ça doit à peu près ressembler à ça, et donc au final, on partait pas de zéro, quoi. En fait, si je dis un peu là, si je fais un point de résumé, c'est que donc, du coup déjà de base vous êtes 3 potes de l'école, vous vous connaissiez, peut-être que vous étiez à un moment donné dans votre vie peut-être un peu perdu de vue, revu ou quoi, et à un moment donné en fait il y a une vision lune, il y a une vision ascenseur,
Et il y a quelqu'un qui avait, mais moi j'ai déjà fait une fusée, j'ai déjà été sur la Lune. Ouais, c'est Et il a dit, exactement ça. les gars, putain, on fait un projet là en fait ensemble quoi. C'est exactement comme C'est ça. un peu ça l'idée quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc concrètement, on est en décembre 2023. On se retrouve tous les trois à un dîner bien arrosé, on peut le dire. Hein, où Karim et Pierrot hurlaient dans le resto. Moi, j'étais un peu moins chaud que vous deux. Je sais plus pourquoi. J'avais un truc le lendemain, un tournage. Je sais pas quoi. J'étais un peu stressé. Vous deux, vous étiez très très chaud. Vous étiez en mode. Mec, tu nous as fait le sketch du serveur, tu te rappelles pas? T'as pris le. Ah oui, j'ai fait le petit sketch juste avant. Ouais, c'est ça, effectivement, quoi, de prendre l'ardoise, de faire aujourd'hui au plat du jour, machin. mais voilà, et en fait, et ça a d'ailleurs un peu donné le ton aussi de l'aventure. De les gars, on se marre, tu vois, on l'a fait en se marrant cette aventure. On s'est un peu promis là ce soir-là. Donc ce soir-là, voilà, sur une soirée un peu arrosée dans un resto là, voilà, d'hôtel de ville, on se dit, ok, bah let's go, on se lance. Et en fait, va s'en suivre 6 mois de pitch un peu complexe, parce que on est personne dans le game en fait. On n'est pas, tu vois, on est personne dans le game dans la créateur économie. Celui qui est le plus implémenté de nous trois, c'est moi. Mais je suis un créateur de contenu assez niche. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je viens de Goldman Sachs. Tu vois, j'ai pas une bonne réputation. C'est qui ce connard du business qui vient niquer la vibe de la création de contenu, ou comme l'a dit Karim, c'est des artistes. Donc c'est compliqué. Tu vois, on va pas parler à des grosses agences, des grosses plateformes et tout ça. La réaction, c'est les gars. Qui êtes-vous, quoi, tu vois? Qui êtes-vous et comment ça fédérer la créateur économie? D'ailleurs, personne parle de créateur économie, les gars. Enfin, qu'est-ce que vous nous racontez, tu vois? Et donc, pendant 6 mois, franchement, on n'est pas du tout sûr qu'on le lance, tu vois. Les 6 premiers mois, moi, j'ai trop envie de le faire. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne idée, mais parce que, j'aime bien, en fait, me mettre dans la merde aussi, tu vois, lancer des trucs, je veux qu'on l'annonce. Je suis persuadé que si je l'annonce, la communauté va nous soutenir et tout ça. Pierrot est pas chaud du tout. Karim est entre les deux. Karim, t'étais comment à ce moment-là, toi? Non, moi j'étais très chaud. C'est juste que il te faut ton premier partenaire, 1 ou 2. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu vas pitcher l'event, on te dit tu es en train de pitcher un event avec globalement, en majorité, des conférences. C'est ça la valeur que tu proposes aux gens qui viennent, c'est venir apprendre des meilleurs. Du coup, les premiers te disent il y a qui sur scène? Ah, c'est ça. Il y a personne. J'ai besoin du premier, tu vois. Genre. Ah oui, et c'est qui vos partenaires? Pareil, j'ai personne, tu vois. Genre. Donc en gros, c'est très dur et il faut le plus vite possible. Donc en gros, j'étais relativement confiant, mais en fait, chaque jour qui passe où tu n'as pas ton premier partenaire, le suivant, tu es encore en train de lui vendre du rêve et en train de lui vendre rien, quoi. Tu vois, genre. Et c'est ça qui est compliqué au début. Mais après, quand la machine est lancée, on est pas mal, quoi. Ouais, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'on peut en profiter pour remercier, toi particulièrement, Hugo, mais plein Oui, c'est vrai, ouais. de créateurs un peu de notre taille, tu vois, qui étaient dans les 50 000 abonnés, et ça, qui se disent, putain, c'est une bonne idée, vas-y, on vous suit. Et au début, bah voilà, le line-up, quoi, c'était un peu nos potos, d'autres créateurs un peu de notre taille, des Théo Lyon, des Sixtine, tu vois, des Caroline Mignot, voilà, ce genre de personnes qui ont dit, ouais, effectivement, ça n'existe pas, on aurait besoin de ça, faites-le, mais on n'avait pas de star. Donc, voilà. Et Hugo, j'avais oublié, mais c'est vrai que tu étais, je pense, un des premiers speakers qu'on a annoncé. Ça fait plaisir. Non, mais tu vois. C'est ça que nous on s'est rencontrés. Alors pas nous Karim, Oui. mais avec vous deux. Ouais. On s'est rencontrés. C'était il y a à peu près 1 an. Début C'est ça d'été, que ouais. Début vous d'été, êtes venu faire un podcast à Bordeaux. D'ailleurs ça se voit, on est tous les deux en short. C'est ça. On voit nos belles jambes à l'écran en plus et c'est vraiment des plans. Ouais, on voit bien 360, les bref. bons panards. On est bien, quoi. On est vraiment au top du sexy. Et c'est là, d'ailleurs, ceux qui veulent peut-être plus connaître ta vie et un peu les prémices là-dessus, ils peuvent aller écouter cet épisode. Et moi, je me rappelle quand tu es venu me parler sur LinkedIn, en fait, tout de suite, tu as eu le bon hook parce que j'ai senti que tu voulais faire un truc sur la créateur économie. En fait, chose qu'on on a tous envie, mais comme on sait quel travail colossal ça va être, il n'y a personne qui se dit, parce que tu ne peux pas faire ça en side, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que c'est quasiment impossible de le faire en side. Et c'est pour ça qu'en plus, vous l'avez fait en quasiment 6 mois et quelques. C'est ça qui était balèze. Mais parce que moi, j'avoue, quand on s'est vu il y a pile 1 an, vous aviez pas grand... Non, il y avait rien. Il y avait rien. T'étais un des premiers speakers. Sache que ça nous aide. C'est-à-dire que quand on parle à des gens, on dit, il y a dont Hugo Benz, je dis n'importe quoi, tu contribues à 1/7 à ce qu'on montre à quelqu'un. L'autre chose que les gens ne savent pas, je pense, c'est que tu es probablement celui qui nous a le plus aidé. Alors, c'est pas aller très très loin, mais en tout cas, tu vois, dans les efforts, je sais pas si tu te souviens, mais tu nous as fait quelque chose comme 15 ou 20 mails d'intro. Tu vois, alors, tu nous as présenté. Il y en avait plus 50, mais. 50, autant pour moi. Alors après, c'est vraiment beaucoup. On avait pris Personne 1 n'a fait heure, ça. on avait listé tous les gens qui pouvaient être intéressants. Moi, j'avais Ouais. pris mon CRM, je vous avais tout listé. Ouais.
Et après, ça va, j'avais fait On un était message sortis de copier-collé, rendez-vous. Personne j'ai n'a fait changé ça. que le prénom, quoi. On est sorti Personne de ne ce fait rendez-vous ça. avec Karim en disant Mais mais ouais. il est fou Hugo, il est fou. Ouais, ouais, Il a fait quoi? Il a pris son CRM, il l'a descendu, il a fait ok bougez pas, je vous le fais. Puis après pendant une petite semaine, il y a eu une petite période de flottement et ensuite dans une semaine tu prends 23 mails dans ta boîte Ouais, mail. c'est-à-dire que Bonjour, je te j'avais que présente. des Hugo présentation, Hugo machin, Hugo machin. Et sache que merci beaucoup. Enfin, tu vois, genre, en C'était vrai, un échange de bons personne procédés. ne fait ça. Parce que Ouais. moi, en fait, ça Non, non, m'intéressait. c'est- Ça c'est m'intéressait rare, de les vous gens. aider parce que je sentais que c'était quelque chose qui allait être important pour notre secteur, Ouais. en fait. Tu vois, donc, en fait, comme moi, j'avais pas envie de faire votre sale boulot, en fait, que vous vous êtes tapé pendant un an, je me suis dit, bah, au moins, je veux aider à ma hauteur. Et en même temps, vous me l'avez bien rendu parce que, pareil, moi, je me suis éclaté pendant ces 2 jours, quoi. Bon, mais tant mieux. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est rare les gens en business qui donnent en se disant je vais recevoir en retour, Et tu qui vois. donnent autant. Qui donnent autant en Ouais. se disant je recevrai en retour. Tu vois, t'as des gens qui veulent te contractualiser le truc en mode je te fais des intros, mais du coup, tu vois, je suis apporteur d'affaires, Ça machin. égale ça, Ouais, ça égale machin, ça, voilà. ouais. Toi, tu l'as vraiment fait en mode je sais que ça va revenir. Et donc, on espère réussir à te renvoyer l'ascenseur. Et ça, mais en fait, c'est une bonne leçon parce qu'en fait, moi, ça m'a pris une demi-heure de mon temps à peine. Et en fait, il faut vraiment que les gens se disent, ça, c'est ce qu'on appelle le pay it forward. Tu fais sans rien attendre en retour. Et en fait, moi, alors, je crois pas en Dieu, tout ça et tout, mais je suis persuadé que en fait, quand même, le karma, enfin, je sais pas si Il je y a l'appelle quelque comme ça, chose, mais quoi. Ouais. à un moment donné, franchement, il récompense quand tu fais des bons trucs, tu vois. Enfin, franchement, tu vois quelqu'un juste lui dire, t'as besoin d'aide, machin et tout, toi, ça te prend 5 secondes ou quoi. Sans rien attendre que tu vas avoir si tu fais, tu vois, genre plus égale plus, mais bon, bref, on a fait une belle digression. Non mais t'en Mais, parlais. vous avez compris, quoi. T'en parlais tout à l'heure en business, et quand t'as un client, délivrer 120%, quand il est pas content, délivrer 150%, que ce soit une relation clientèle ou amicale ou que juste quand on te tend la main, c'est juste faire le petit extra mile, tu vois, que ce soit un extra mile gratuit, un extra mile juste ton énergie en plus, ça revient toujours, les gens te font confiance ensuite, tu tisses des vraies relations, et l'événement en plus, c'est que de la relation. Ah bah, de Donc ouf. c'est l'événementiel, et les gens au début, c'est que basé sur est-ce qu'on va te faire confiance ou pas. Donc les premières personnes qui te mettent la pièce dans la machine, ça a une valeur absolument inestimable. Tu sais ce que je kiffe le plus, c'est quand un outil que j'utilise vraiment au quotidien devient partenaire du podcast. Pas un truc claqué au sol, quoi, un vrai partenaire de cœur. Et là, je te parle de Brevo. Spoiler, c'est l'outil qui m'a fait aimer l'emailing. La première fois que j'ai voulu faire une vraie campagne d'email, j'ai tout testé, tous les outils du marché. Et franchement, il n'y a rien d'aussi fluide que Brevo. L'interface, il est limpide, les automatisations, tu les poses en 10 minutes, et surtout, ça performe. Taux d'ouverture, clic, retour, engagement, j'ai vu l'impact direct sur mes ventes. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que tout est au même endroit. Ton CRM, ta base client, tes envois, tes tracking, tu pilotes tout depuis brevo.com. Que tu sois solopreneur ou dans un groupe comme Doctolib ou LVMH, oui, eux aussi ils utilisent Brevo. Et là, ils viennent de sortir une IA qui va faire très très mal. Elle te génère des contenus sur mesure, elle segmente ta base ultra finement et elle déclenche les envois au moment parfait pour booster tes conversions. Franchement, Brevo mérite vraiment son titre de numéro 1 en Europe. Et si tu veux tester, je t'ai négocié comme d'habitude un code promo, mais cette fois d'anthologie, de 50% de remise sur ton abonnement. Le lien est en description. Franchement, je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais négocié, donc profites-en. Maintenant, on attaque l'épisode. Bonne écoute à toutes et tous. Je vous embrasse. Et quand on a eu notre petit roster là, de ces 5, 10, 20 personnes qui nous faisaient confiance, là on s'est dit ok on y va, on appuie sur le bouton. Et là à nouveau il fallait faire gonfler la machine, il fallait monter la hype. Et c'est plutôt le job de Marco de faire chauffer les réseaux. Et pour le coup on a été très, très surpris de l'accueil des réseaux, quoi. Je pense qu'on s'est vu il y a un an, en fait, c'était pile le moment où effectivement T'allais faire le lancement. On venait d'avoir Webedia et BNP Paribas qui nous avaient dit ok, on vous suit. Et Pierrot venait de se détendre du coup dessus, tu vois, et dire ok, on peut communiquer, let's go. Et donc on allait faire le lancement. Et donc on t'a vu, c'était en juin dernier, et c'était dans cette stratégie. On a ouvert les places, c'était le 2 juillet, on a fait l'annonce, pardon, tu vois. Ouais, qu'on tout le monde faisait avait dû event. se voir en juin, un truc comme ça. Ouais, mais c'est et ça. pareil, ça c'est quand même, ça c'est une bonne leçon à donner aussi aux gens, mais qui se lancent dans l'événementiel ou qui se lancent dans quoi que ce soit. Franchement, bah, mon conseil c'est aller voir tout de suite les plus gros. Ouais, Pourquoi ? exactement. Parce que en effet, après pour toutes vos démarches, c'est toujours plus facile de dire il y a Webedia et BNP. Est-ce que toi tu veux venir aussi ? Tu vois, c'est toujours bien de montrer les gros. Et pareil, quand tu vends quelque chose, toujours avoir un gros client, mais même tu lui vends à 10% du prix ou quoi, parce qu'après tu peux le name dropper, il fait partie de tes clients, il Exactement. fait partie de tes partenaires. Et donc ça, c'est quand même un bon truc à dire aux gens, quoi. Complètement. Et c'est vrai pour les participants, c'est vrai pour les créateurs, c'est vrai pour les marques, c'est vrai pour tous tes premiers clients. C'est-à-dire que ton premier nom, même s'il va te coûter cher en marge, à savoir tu vas soit pas gagner d'argent, voire perdre de l'argent, une fois que tu as ton tampon, ton estampillation de c'est un événement qualitatif, on a fait venir les gros, alors ça t'ouvre des portes pour le reste. Clairement. C'est vraiment l'effet, on bosse avec un tel, est-ce que vous allez bosser avec nous pour les autres ? Donc, C'est le fameux effet de halo.
À ce moment-là, on a juste parlé à des gens en one-to-one, tu vois, qui sont mi-chaud, mi-on sait pas trop, qui nous disent voilà, il y a déjà d'autres événements qui existent sur la Creator Economy. Chacun avait un peu son événement. Tu vois, YouTube a le YouTube Festival, Webedia a leur Creator Show chaque année. Il y avait d'autres initiatives. On avait un concurrent aussi. Il y a un autre organisme qui organisait un événement pour la première fois cette année-là. Mais quand on fait cette annonce début juillet, c'est la première fois qu'on voit vraiment, tu vois, la réaction d'une communauté, d'un marché au sens large, quoi, tu vois. Et là, franchement, ça a pris de fou, quoi. L'annonce sur LinkedIn, tu vois, les gens disaient coup de maître, machin, le truc était tellement attendu. Et là, on se rend compte, putain, en fait, les gens sont chauds, tu vois. Et c'était à ce moment-là où je t'ai vu, on a fait le tournage en juin. Nous, on avait un délire on va souvent faire du surf à Biarritz, tu vois. Donc, on était en mode, on faisait plein d'allers-retours à Biarritz. Moi, j'ai une pote qui est là-bas et tout. Donc, en fait, on se retrouve à Biarritz tous les trois pour kiffer. Et là, on est sous l'eau, tu vois. Genre, on était venus à la base pour kiffer, faire du surf et tout ça. Et en fait, là, c'est des calls toute la journée, machin. Ou parfois, tu vois, on s'était fait un peu une soirée la veille. Donc, il y en avait un qui dormait, il y avait les deux autres sur l'ordi en mode, putain, les gars, t'as un nouveau call et tout. Et c'était call comme ça. Le mois de juillet, on l'a passé à faire des calls après l'annonce. C'était assez ouf ce qu'on a vécu, tu vois. C'était le démarrage. On faisait la teuf, on était au soleil, mais on charbonnait. Quand je te dis on charbonnait, allez, 6 heures intenses tous les jours, tu vois, quand même, tu vois. Au milieu des vacances d'été, c'est quand même pas mal, tu vois. Et donc voilà, et donc là, je pense que c'est vraiment le début de l'aventure, quoi. Et puis il y a des mecs qui achètent leurs billets, tu vois. On n'a pas fait d'event, on n'a rien fait, il y a des gens qui achètent leurs billets. Donc ça, juste pour parler un peu plus business, le gros problème de l'événementiel, enfin Karim l'expliquera mieux quoi, mais tu vois, c'est le BFR, quoi. Tu vois, tu dois avancer des trucs, tu dois payer ta salle et tout, et t'as pas d'argent qui est là, parce que les clients, c'est des cycles de vente qui sont hyper longs dans le B2B, tu vois. Et donc au bout de 3 mois, ils vont payer 50% d'acompte et ils paieront les 50% finaux, tu vois, une semaine de l'événement. Donc t'as un gros problème de BFR. Cette billetterie, ça nous a sauvés, quoi. Ça fait que direct, on a pu rentrer un peu de cash, on a pu commencer à payer des équipes, on a pu commencer à payer des locaux. Et donc, voilà, le truc prend, on est sous l'eau en juillet. Et donc ensuite, Pierrot et Karim, je sais plus, je crois que c'est Pierrot, va avoir l'idée du bootcamp. Ouais. C'est vrai qu'on s'était dit, ouh là là, il nous faut des équipes parce que ça prenait. Et d'ailleurs, ça fait juste un rappel sur la beauté d'avoir une communauté qui est engagée quand tu kickstart un business. C'est que tu poses ton idée sur les réseaux et ça peut démarrer tout de suite. Et ça, c'est rarissime dans l'univers de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que démarrer dans ces business models-là, c'est vraiment, c'est pas jouer le jeu en mode facile, hein, bien au contraire. Néanmoins, ça donne un vrai avantage concurrentiel sur n'importe qui se lancerait dans un événement sans cette communauté, justement. Là, c'est le community-led growth. C'est-à-dire, tu pars d'une communauté, en effet, tu fais un effet d'annonce. Toi, ça a été... je crois que tu as fait juste un post LinkedIn ou tu avais fait aussi une vidéo YouTube, non? On a fait un post LinkedIn avec un un short, petit short. ouais, c'est ça. Un Ouais, short, c'est ça. ouais. Et le truc, je me rappelle, il était parti sur la Lune, justement. Tu vois. Mais complètement. C'était ouf, ouais. Mais donc, du coup, là, d'un seul coup, on se retrouve avec trop de traction, trop de speakers potentiels à traiter, trop de tracks, etc. Puis on se dit, on va y aller, c'est-à-dire qu'on y est. Et Karim nous dit, bon, les gars, nous, je vous préviens, nous, la blockchain Week, c'est 100 personnes pour faire tourner l'événement. Et là, on se dit. 100 personnes autour de l'événement. Autour de l'événement. C'est-à-dire autour de la semaine, on va dire, dans les 2-3 semaines avant et peut-être un mois avant, un peu de temps après. Il y a minimum 100 personnes qui vont travailler dessus. Ah, c'est délirant, putain. Ouais. Alors, la différence quand même, c'est que Blockchain Week, on a d'autres events. Oui. Et on a un autre event de la même taille que Paris Creator Week, par exemple, plus le gros. Mais par contre, non, c'est à l'année, c'est 40-50 personnes, quoi. Ouais. Et donc, du coup, là, on n'a pas d'équipe à ce moment-là. Et on se dit, on est 3, on est au mois de juillet, on a annoncé quelque chose en décembre. Ah, c'est demain, Et quoi. La boîte n'a pas de statut, il n'y a rien. On n'a pas cabis. encore fait le cabis, Cabis, ouais. qui est arrivé très tard. D'ailleurs, je crois qu'on a ouvert le compte en banque en On a un octobre. cabis septembre. Ouais, c'est ça, les compte gars. en banque ouvert en octobre. Petit Legal Place, petit Conto. C'est ce qu'on a sera fait, dans on la l'a fait, journée, ça, fait. normalement. Non, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, Legal Place Conto, on vous embrasse. Mais du coup, on monte ce projet de bootcamp en se disant comment est-ce qu'on recrute vite une équipe de personnes qu'on arrive à fédérer et à organiser autour du projet, les faire monter en compétences super vite. Et en fait, l'idée du bootcamp, c'est on fait venir des gens dans une maison pendant une semaine. Et en mode Star Academy, ça veut dire qu'on va en garder seulement quelques-uns à la fin. Ah, vous aviez fait ça? Exactement, on l'a fait pour de vrai. On l'a fait, ouais. Pourtant, on le voit dans le film que vous avez fait à la on l'a pas trop raconté, je crois. Mais Ouais, je crois que c'est vous dites pas qu'il y a effectivement- des éliminations. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment d'élimination. T'allais finir sur ça, je pense. Mais en Ouais. fait, à la fin, on a pris quasiment tout le monde. Exactement. Parce que moi, c'est vrai que je mais- reconnaissais toutes les têtes qu'on voyait dans le film. Oui, oui. Complètement. Il y en a que un qui nous a pas rejoint, mais sinon, on a On pris l'embrasse quasiment quand même tout le aussi. monde. On l'embrasse quand même. À qui on a fait une offre, hein, qui a lui décidé Oui, c'est vrai. de pas nous rejoindre. C'est vrai. C'est vrai qu'on voulait garder absolument tout le monde. Ouais. Mais ce moment-là, c'était absolument incroyable pour fédérer une équipe super vite. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 de nos partenaires qui nous ont dit waouh, l'idée du bootcamp, génial, on va vous la piquer. Mais là, c'est le moment où tu structures les équipes, tu les formes, tu les montes sur le projet. On est le 20 août et on leur dit rendez-vous en septembre dans les locaux qu'on n'a pas. Parce qu'à ce moment-là, on était encore avait pas de plus. bureau. Aucun d'entre eux, je crois, quasiment n'habite à Paname. Aucun.
C'est fou, quand même. Les mecs, ils partent dans 0%. une aventure de 4 mois, quoi. Ouais, c'est fou. Alors on peut raconter peut-être l'anecdote la plus marrante parmi les recrues. Il y a quand même un gars qu'on a recruté. On leur demandait à tous de faire des petites vidéos pour se présenter, quoi, et puis avoir un truc. Et il y en a un qui s'appelle Nicolas et qui est toujours avec nous. Donc Nicolas, il fait une vidéo aussi. Tu vois les funbox là, avec les murs en moquette là et tout là. Ouais. Tu vois ce genre de... Et il fait une vidéo où il est comme ça. Je me mets dans le micro. Il est comme ça sur le côté avec, je crois que c'est avec un téléphone ou ordi, je sais plus. Il dit, Jocarise, sauve-moi, sors-moi du job et tout. Et parce qu'il voilà, il était dans un job, je crois, où il se marrait pas trop, quoi. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et le gars a quitté son job du jour au lendemain, quoi. Du Luxembourg, tu vois. Du Il a quitté Luxembourg. son Du job Luxembourg. Ouais, je me rappelle. Il est venu. Et en fait, c'est fou. C'est encore une fois, on parle du community power. Tu vois, c'est fou en fait. T'oublies l'influence que tu peux avoir sur certaines personnes et à quel point ils peuvent croire en toi et à quel point tu peux embaucher rapidement, trouver des clients facilement. Et Nico aujourd'hui, bah, c'est notre meilleur sales, quoi. Tu vois, c'est un gars. Enfin, c'est fou. L'histoire elle est folle, ouais. C'est se rendre compte de ça par la preuve, c'est vraiment l'aspect, tu as besoin de trouver des clients, tu fais un poste, tu as besoin de trouver des équipes, tu fais un poste, et les gens viennent. C'est-à-dire que tu as vraiment une communauté qui vient à toi, des gens qui sont motivés pour faire du réseau, du market, du sales, de la vente, et qui en plus suivent ton projet depuis un bout de temps. Donc tu n'as pas besoin de les éduquer à ta marque. Ouais. Et ça change complètement la perspective du recrutement. Mais bon, on se retrouve avec cette équipe du coup montée from scratch, et on se prend des locaux à partir du 1er septembre. Et là, on commence à structurer sales, marketing, ops. Là, c'est tunnel, là. Là, c'est C'est un vrai tunnel littéral de... tu vois, tu sais, dans Limitless, là, avec le film avec Bradley Cooper, là, quand il fait genre... Comme ça, il fonce un peu en avant. Là. C'est un peu ça de septembre à décembre, quoi. Tu vois, genre. Et tu as juste envie, en tout cas, c'est mon cas, j'ai juste envie que ce soit fini, quoi. C'est intense, c'est dur, ouais, c'est dur. Je reviens juste un tout petit peu en avant au cas où il y a des gens dans ta communauté que ça intéresse, mais on va certainement refaire un bootcamp cette année. On va certainement réembaucher des gens parce qu'en fait, le process il est trop cool en fait pour les deux. C'est-à-dire que, tu vois, je pense qu'une embauche quand elle se passe mal, quand il y a un malentendu, c'est mauvais pour les deux parties, pour l'embaucheur et pour l'embauché, tu vois. Donc nous là, on passe une semaine en fait à faire bosser les gens, à rire ensemble et tout. Et à la fin de la semaine, tu vois, celui qui est pas resté, je pense aussi, il s'est dit bon bah ça fit pas forcément, voilà. Donc on refera ça. Je sais pas quand l'épisode sort, mais on va refaire ça une semaine en août et réembaucher des gens en marketing, en sales, en chef de projet, parce qu'on en aura besoin là pour cette deuxième édition, quoi. Mais ouais, donc effectivement, on rentre dans un fast forward, on rentre dans un tunnel. Dans quel sens ça se Ça débloque? passait vite et lentement en même temps, quoi. Ouais, Ça, comment vous l'aviez vécu? En fait, il y avait un effet domino. C'est-à-dire qu'on poussait et les dominos avaient du mal à tomber. C'est-à-dire qu'on avait eu ce premier petit push au début. Et là, tu commences à monter des équipes, tu vois les coûts exploser, et puis tu vois ton chiffre d'affaires qui ne monte pas, tes billets qui ne se vendent pas. Et à passer un peu ce coup d'éclat au début, tu as une espèce de zone morte qui va durer 6 à 8 semaines, où tout le monde pousse comme des malades, tu es en dépense d'énergie absolue. Moi, je me rappelle, on sortait à 20h, 21h, 22h, tu avais les équipes, tu commences à tirer sur les équipes, ça commence à se tendre dans le jeu, et tu n'as pas de résultat. Ouais. Tu es en train de c'est remplir mon ton pipe. préféré, ça, dans le film. Ça, tout ce moment où on voit que... En fait, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être un peu sadique, tu vois. J'aimais bien, en fait, quand on voyait que l'envers du décor, c'est dur, quoi. On voit que vous avez plus de thunes, horrible. vous avez machin, enfin, c'était compliqué, quoi. c'est vrai qu'on en a pas parlé. Après, j'arrête de faire de la promo, mais effectivement, on a fait un film là-dessus qui s'appelle Second Souffle, qui est sur la chaîne YouTube. Mais voilà, ça fait marrer les gens. En fait, nous, on voulait faire ce délire du building public et en fait de tout filmer. Et de filmer en particulier les moments où on s'engueule, tu vois, où on se défonce la gueule, les moments où on est en stress de ouf parce qu'on n'a pas de thunes sur le compte et tout ça, tu vois. Donc voilà, bon, bref, si ça intéresse les gens, regardez-le, quoi. Mais ouais, septembre, donc très très dur. Et effectivement, je crois qu'il y a une semaine clé en octobre, non? Une semaine où tout tourne en C'est octobre. dernière semaine d'octobre. Dernière semaine d'octobre. C'est le moment où tout bascule. Tu as d'un seul coup 4-5 partenaires qui tombent, 2-3 gros speakers qu'on peut annoncer. La billetterie commence à repartir parce qu'on a commencé à travailler les annonces, on fait des newsletters, on a des partenaires de plus en plus gros. Et puis tu as un moment où les équipes commencent à être dépassées par la charge de travail, à délivrer. Et c'est le moment où tu passes en plus, c'est le deuxième shift, et là qui te met une pression colossale, mais ça devient de l'excitation pour moi. C'est que tu passes de je pousse des choses que j'ai pas encore vendues à ça y est, faut que je délivre. En te rappelant que ni Marc, ni moi, ni aucune des personnes dans l'équipe, à part Karim, n'a d'expérience dans l'événementiel. Ouais, On monte l'événement, on annonce 2000 personnes, on a la station F, etc. On a un chef de projet qui n'a jamais fait d'événementiel, 2 personnes en market qui n'ont jamais fait d'événementiel. Chef de projet, c'est un 2004, pour info. Oui. que des gens qui n'ont pas vu la Coupe du Monde 98. Et le coup de boule de Zidane, ils étaient encore dans les jupes de leur mère, quoi. Donc, Et là, là, vraiment, ça devient la course effrénée, mais on commence à être excité. Enfin, on le voit d'ailleurs dans notre énergie. Marco, d'ailleurs, c'est le moment où toi aussi tu as shifté, parce que tu as eu aussi cette période, parce que tu devais continuer à gérer la création de contenu, qui est un peu l'envers de la médaille, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est que moi, je devais. C'est compliqué quand t'es créateur de contenu de dire à ta communauté, c'est ciao les gars, on se revoit dans 6 mois. Tu vois, tu peux le faire si t'es Inoxtag et qu'il y a un gros projet derrière et qu'ils comprennent pourquoi. Moi, j'ai essayé de le faire avec ce projet-là, mais c'est un projet qui est assez éloigné. Voilà, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je fais de la création de contenu pour des étudiants, pour les aider à obtenir des métiers prestigieux. Ça n'a rien à voir avec une aventure entrepreneuriale, avec la créateur économie et tout ça. Tu vois, donc il y a ce moment effectivement. Moi, j'étais un peu dans un entre-deux. Et quand t'es sur deux trucs, bah t'es sur rien en fait. Tu vois, donc Ouais, c'est compliqué, c'est ça. dur. Et ça a été un moment compliqué, novembre. Et effectivement, côté business, comme l'a dit Pierre, il y a ce moment où tu chiffres parce que les cycles de vente B2B sont longs. Donc en fait, à 3 semaines de l'event, à 1 mois de l'event, tu sais que tu vas pas closer des gars. Enfin, en tout cas, tu vas pas closer des gars avec qui tu as eu 0 conversation. Tu vas peut-être en closer ceux où tu étais très proche. Mais voilà, il y a ce moment où tu vas faire un choix de te dire, OK, je vais faire moins de chiffre d'affaires, tu vois, sur le dernier mois. Mais je vais délivrer un truc de fou où les gens se poseront pas de questions de revenir l'année d'après. Parce que c'était ça le but. Hein. Là, on faisait un premier événement pour fédérer l'écosystème français. Mais derrière, nous, on avait une vision de se dire, avec l'IA, les barrières de la langue vont se casser, les créateurs de contenu vont s'exporter. On a en France une diversité culturelle de ouf. Tu vois, tu as des mecs sur l'environnement avec Hugo Clément, tu as des mecs sur la santé avec Major Mouvement, tu as des mecs sur le business comme toi et Mathieu Stéphanie. Tu vois, donc on a une richesse culturelle, tu vois, comme souvent en France d'ailleurs. Et donc aussi sur les créateurs de contenu. Et donc exportons-nous, tu vois, dans les prochaines années. Et c'est ça, enfin, on en parlera après, mais sur la deuxième année, c'était ça l'ambition. Donc en tout cas, enfin, tu vois, on n'était pas à 50K de C après. Enfin, si, on était à 50K de C après. Mais. Ce que j'avais demandé, il y avait quand même un budget seuil. En dessous duquel il fallait pas tomber, sinon ça faisait un événement médiocre, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est ça faisait pas ça, c'est on que perd de l'argent. Tu Ouais. payes de ta poche. Ouais. Ouais, ok. Puisque de toute façon, tu es obligé de le faire. En fait, c'est ça le Donc, je veux problème avec dire, les C'est événements. ce que disait Karim tout le temps. C'est- Il C'est avec les disait, événements, c'est qu'en fait, à un moment donné où tu t'es engagé, que tu as payé le premier euro pour Station Ouais, F, ouais. pour tel truc, pour telle agence. En fait, après, t'es coincé, quoi. T'es obligé d'aller au bout, Tu quoi. passes un point de non-retour. Le scénario catastrophe, c'est t'annules tout et tu perds tes acomptes. Mais si tu fais ça, donc c'est le scénario où probablement tu perds le moins entre guillemets d'argent. Mais si tu fais ça, il n'y a plus jamais personne qui bosse avec toi. Fire Ouais. Festival. Donc, t'es- Impossible. Ouais, voilà, c'est Fire Festival. Tu vois, alors Fire Festival, pour le coup, revient. Oui, ils reviennent Ah ouais, pour la ouais, deuxième ouais. édition, mec. Ouais, ouais, C'est ouais. Tu l'as, Et la explique date, peut-être Fire Festival pour les gens qui connaissent pas. Tu connais Fire Festival ou pas? Non, justement, j'avais demandé. alors, Fire avec un Y, Fire Festival, c'est un ricain, un entrepreneur, qui lance le Fire Festival où il fait la promesse du festival le plus haut de gamme, le plus fou qui a jamais été créé, avec des rappeurs, des chanteurs, des machins, toutes les influenceurs et influenceuses et super modèles américaines qui font partie du projet, qui le poussent à leur commune, sur leur compte, etc. L'île natale de Pablo Sur Escobar. une île, voilà, sur une île déserte qui est l'île où Pablo Escobar a fait des trucs ou je sais pas quoi, des villas de super luxe de festivals, etc. Et il se trouve que les gens sont arrivés et ils ont dormi dans des tentes, des matelas mouillés par terre. La bouffe, c'était 2 pains de mie et un bout de fromage. Et c'est des gens qui avaient payé leur billet 7 500 $, 12 000 $, des trucs de fou, malade. Donc, il y a un documentaire sur ça que j'ai fait regarder à tout le monde quand on a fait le bootcamp. Ouais. C'est sur Netflix. C'est Ah, sur putain, Netflix. il s'appelle comment? Ça s'appelle Fire Festival. Fire, vas-y, ouais, Fait- ça, c'est Fire trop ma avec cam, un ce truc-là. Y. Et j'ai vu, tu avais fait un post il y a pas longtemps où tu parles des les meilleurs films business et tout, tu vois. Il faut le mettre, celui-là. Ouais, voilà. Ben donc ça, c'est un docu, mais c'est vraiment hilarant. Et c'est vraiment le truc à voir si un jour tu veux organiser des events, c'est que tu vois le truc de promesse versus livraison. quoi. Mais c'est fou. Le mec est dans une escalade d'engagement. À la fin, il crame 25 millions, je crois. Tu vois, il est en négatif de 25 millions. Les investisseurs le suivent. Il recrame, il fait de la com et tout. Les billets, ils partent en 1 heure. Tu vois, tous les billets, ils sont c'est ça sold qui est out trop et ça. cool, qui est Et il trop arrive à dommage, se quoi. foirer quand même. Enfin, c'est Ouais, fou, quoi. C'est ouais. fou. Puis tu le vois dans son mensonge, enfin, dans son Ouais, ouais. dans son déni, dans Non, mais son lui, il a un dans son problème. sujet, ouais. il a un Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à lever assez d'argent, en fait, auprès des sponsors. et Non, des non, je partenaires. pense juste, mon hypothèse à moi, c'est juste que c'est une chèvre. C'est-à-dire que normalement, il avait, ou alors, soit il a cramé tout son budget en marketing, et du coup, tu vois, il fait moins 20 millions, plus 20 millions, et donc il est à zéro, et il peut rien faire, soit c'est juste une chèvre, parce qu'il avait le truc parfait, quoi. Ouais, putain. Il Je avait le pense que truc parfait. Nous, la force qu'on a, c'est qu'on est très complémentaires. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que s'il y avait que moi, je peux te faire un Fire Festival. Tu vois, je peux te vendre le truc à fond et après, t'arrives, il y a des bidonvilles. Je fais les gars, c'est la folie les bidonvilles là-dedans. Et donc c'est voilà. Tu vas aller sur la Lune, mais t'arrives avec un deltaplane. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il faut des profils complémentaires et lui, il avait peut-être pas ça. Je sais pas, tu vois, parce que pour le coup, il est très bon en marketing. Ouais, quoi, pour le ça coup, en fait rêver le truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou quoi. C'est vrai. Mais donc voilà, donc on switch en ce moment-là où on doit délivrer l'événement et les chiffres, on peut donner un peu les chiffres de l'événement ou pas? Bah, non, mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Tu vois, on est autour du demi-million pour un événement comme ça de budget. Et donc, bah, cet argent, il faut le trouver, quoi.
Donc vous l'avez trouvé. Mais donc on le trouve, Ouais. ouais. Et comme dit Karim, j'aime beaucoup cette image. Un événement, c'est un avion, il vole. Il n'y a pas d'aile. S'il manque une aile, s'il manque les hublots, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, de toute façon, il doit voler, quoi. Et donc on se met tous dans l'option, il doit voler. Ça t'aide aussi à closer tes clients. Il y a une date limite, etc. Et on arrive, on va dire, à une semaine de l'événement. Et toi, tu es plutôt catastrophiste un peu dans le. Enfin, tu nous préviens toujours de attention, les gars, ça peut se passer très, 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 très mal. Et pendant une semaine, je vois mon Karim tout détendu qui dit putain, mais les gars, j'arrive pas à croire qu'on est quasiment en avance sur le programme, tu vois. Et en fait, en exé, ça s'est passé, mais super bien, sur la partie opérationnelle. Et on n'arrivait pas serein, mais presque. La veille de l'événement, quoi. T'en croyais pas tes yeux, tu disais la veille de l'événement, nous on faisait nuit blanche sur nuit blanche. Enfin, je sais pas si j'étais. Ouais, la première fois que j'ai fait ça, effectivement, c'était le même setup, à savoir, en 2019, on avait fait ça en 6 mois avec une équipe de 6, mais la même échelle, tu vois, à peu près 2000 personnes et tout, et 40 partenaires, machin. Et j'avais l'impression qu'à l'époque, on avait plus travaillé, ouais. Et là, non, ça allait, quoi. On était fatigué, parce qu'on est fatigué, tu vois, mais sinon, ça allait. On s'est couché à une heure raisonnable la veille, on est arrivé très tôt et ça s'est bien passé, on a ouvert les portes et ça, c'est toujours le stress de dernière minute parce que tu dis que tu as fait tout ça, est-ce que les gens vont venir? Et écoute, on a ouvert les portes et il y a eu plein de gens qui sont venus, quoi. Moi, la dernière semaine, j'avoue, c'était nuit blanche sur nuit blanche. Oui. En fait, j'avais un sujet qui me stressait beaucoup, c'est que tu vois, on avait une boîte qui gérait la RP, la relation presse, tu vois, c'était la boîte de Théo Lyon. Donc, ils avaient des contacts avec les journalistes et tout. Mais bon, notre événement, ils s'en foutaient, tu vois. Genre, un événement, pourquoi parler d'un événement dans des médias mainstream et tout ça? Les journalistes, tu veux dire? Ouais, les journalistes, ouais. Et donc, on cherchait, tu vois, l'angle, et finalement, ce qu'on trouve, c'est de se dire, putain, mais en fait, on va sortir la première étude française sur le marché de la créateur économie. Mais vraiment, tu vois, au niveau macroéconomique, combien d'emplois ça crée, combien ça contribue au PIB, comment on se compare par rapport à nos voisins européens, quelles sont les projections de croissance et tout ça, tu vois. Et donc, en fait, bon, je commande cette étude à un cabinet d'études qui me plante 5 jours avant, tu vois. 5 jours avant, il me sort une étude qui n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé, en mode si 22% des plus de 62 ans ont vu Kaizen. Donc voilà, donc compliqué. Et je trouve un autre cabinet du coup qui me fait l'étude, mais l'étude je l'ai 2 jours avant, tu vois. Et En anglais. En anglais. Ouais, en anglais. Mais bon, ouais, il doit la présenter sur scène. Je dois la présenter sur Donc, scène. il a et tout après, d'ouverture. Elle est sous embargo. Enfin, elle est ouais. sous embargo, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, donc l'embargo c'est quoi? C'est en fait tu dis à une dizaine de médias mainstream, je vous donne l'étude le vendredi. Moi, je fais ma keynote d'ouverture le mardi matin à 9h et vous pourrez la sortir de partout à 9h30, tu vois. Et donc, eux, ils attendaient le vendredi l'étude, tu vois. Enfin, vendredi, je ne l'ai pas eu, tu vois. Je crois que je l'ai eu samedi à minuit. L'étude était agressive. Tu vois, l'étude était agressive. 1 500 000 emplois créés indirectement. On est un peu moins de 30 millions d'actifs en France. Donc, ça fait une personne sur 20 qui bosse dans la créateur économie. Mais après, on reboucle les chiffres. Tu vois, ils ont pris tous les constructeurs, enfin, tout le hardware, tout le software, les services juridiques, les agences, les plateformes. Il y a 300 000 créateurs de contenu en France. Tu avais d'autres études qui montraient qu'en moyenne, un créateur de contenu fait bosser 4 personnes en plus, tu vois, de lui. Donc 300 x 5, ça fait bien 1 500 000. Donc, au final, on retombe sur nos pattes et on se dit, OK, bah, et voilà, c'est un cabinet d'études sérieux et tout. Et on présente cette étude. Et ça fait un coup d'éclat dans les médias, quoi. Tu vois, et je pense que c'est une bonne stratégie à donner aux gens pour, comme quand tu passes sur un podcast, que j'ai très mal fait là dans ce podcast, mais de pas faire d'auto-promo, mais plus, tu vois, parler de donner des sujets intéressants, et du coup, indirectement, ça fait une promo de toi-même, tu vois. Surtout et donc, exclusif, parce que c'était un peu inédit, quoi. Ouais, c'est ça. L'étude, elle n'avait jamais été vraiment faite sur la France, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, on parlait pas juste de notre événement, et donc, en fait, là, aujourd'hui, je tape Créateur Économie France. Tu vois, tu tombes sur la Paris Creator Week. Tu vois, tu tapes Créateur Économie France sur Google, tu tombes sur nous parce que tu vois, tous les articles c'était à l'occasion de la Paris Creator Week et révéler cette étude. Et là, tu arrives à intéresser un grand nombre de personnes, quoi. Tu vois, donc on a un peu craqué le game comme ça des médias. Mais moi, j'avoue, ça m'a séché toutes mes nuits la semaine d'avant l'événement, quoi. Puis j'étais méga stressé aussi. Tu vois, il y avait aussi beaucoup de passages sur scène. C'est la première fois que je le faisais. J'étais méga stressé. Oui, toi, t'étais sur scène tout le temps Ouais. avec les créateurs. Mais au final, en gros, si on fait le bilan un peu de cette première édition, juste pour donner des chiffres, c'est quelque chose sur On aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer par ça, ouais, mais Ah, du coup, on était 16. Franchement, c'est marré, les mecs. tout ça pour ça. Fire Festival 2. Non, donc on avait un objectif de 2000 participants. On a été très heureux d'annoncer que l'événement était sold out la veille de l'event. Et donc ça, c'était un super step pour nous. Donc de voir Station F plein, les conférences pleines, les stands avec des gens dessus, des rendez-vous B2B qui se faisaient. Ça, c'était la première victoire. La seconde, c'était que globalement, les gens se parlaient, les gens nous disaient « je suis heureux d'être là, j'ai parlé avec plein de gens intéressants ». Il y avait vraiment une super vibe, tout le monde était souriant.
J'ai des verbatims de clients qui me disent « Vous avez réussi à faire en sorte dans un événement que les gens se reparlent » et j'en ai fait beaucoup dans l'année et c'était pas le cas ailleurs, tu vois. Karim, dans le film, c'était aussi une personne qui dit franchement, c'est dur de m'impressionner et là, vous m'avez impressionné. Donc ça, c'était autant de messages pour nous qui étaient ultra touchants et ultra forts. Les créateurs se sont sentis à l'aise aussi dans l'environnement et peut-être que tu pourras aussi nous donner ton feedback là-dessus, mais on a plutôt eu le sentiment que même les gros créateurs qui ont l'habitude de se faire sauter dessus dans des events plutôt B2C ou d'être un peu la coqueluche de tout le monde qui se passe, étaient là, discutaient, restaient sur le forum, échanger. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu. Peut-être que d'ailleurs c'est un bon. Avant ça, petite anecdote rapide, mais Amixem nous a dit je juge la qualité d'un événement au nombre de selfies que je prends. Et là au dîner, voilà, j'en ai pris quelques-uns parce que vas-y, tu vois. Mais c'est là qu'on voit que la curation des gens qui sont là a été bien faite, quoi. Bah, franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, à un moment donné, ça que moi, ça me faisait halluciner de me dire, à un moment donné, j'étais juste derrière la main stage. Et là, juste, il y avait Au Calme, il y avait Amixem et Joyka. Alors, il y a plein de gens là qui m'écoutent, qui disent c'est qui, c'est Joyka, Amixem et tout. Ouais, c'est juste deux énormes youtubeurs français parmi qui ont les plus gros français, des millions et des millions d'abonnés. Enfin, c'est très très gros, quoi. Ouais. C'est voilà. Oui, c'est des gens qui sont là dans le game depuis une bonne dizaine d'années. Ouais. Bon, bref, qui sont ultra connus. Tu les fous dans la rue, en effet. Je pense qu'ils passent pas. Ils font 3 selfies par rue, quoi. Tu vois. Et là, en effet, les gens, ils étaient pas forcément là que. Bon, on voyait que les gens qui étaient un petit peu en loose day comme ça, ils attendaient un peu leur tour, mais c'était très respectueux. Et en même temps, voilà, il y avait plusieurs mondes aussi qui se rencontraient. Il y avait un peu le monde de YouTube, il y avait le monde d'Instagram, il y avait le monde de LinkedIn, il y avait le monde des agences. Du cinéma, de la musique, des festivals. Ça, c'est un truc aussi, on aurait dû commencer par ça, mais tu vois, donc ça s'appelle Paris Creator Week. Le truc qu'on dit à tous les gens, on commence à parler avec des gens, des partenaires, etc. Oui, mais non, nous, on bosse pas avec les youtubeurs, blablabla, etc. Le premier truc que moi, je dis, en tout cas, c'est les créateurs, quand nous, on parle de Paris Creator Week, c'est pas que les youtubeurs, c'est tous les gens qui créent quelque chose, qui créent une forme de pop culture, une forme d'art, qui crée un truc, tu vois, genre une discussion, tu vois, genre c'est du contenu, c'est une forme de divertissement qui est, je te l'espère, qui te sert à toi pour ton business et ton entreprise, etc., qui j'espère sert ta commu, etc., mais ça reste, tu vois, une forme de divertissement, tu vois, genre. Et donc tous les gens où nous on considère qu'ils sont dans cette catégorie, bah, en fait on les invite. Donc il y a des gens qui écrivent des livres, des gens qui font du podcast, des gens qui aujourd'hui font du podcast sur scène. On avait 2 représentants de festivals de musique, le Rose Festival, donc le festival de Big Flo et Oli, et quelqu'un de Tomorrowland. Enfin, tu vois, genre c'est quand même assez rigolo. On avait un grand producteur, je l'ai appris après. Donc vous vous souvenez, on avait un producteur qui s'appelle Eric Gialman, producteur de films, que j'ai invité, qu'on m'a présenté, etc., que j'ai ramené sur scène. J'ai appris après que c'était vraiment un big guy, quoi. Ah, putain, je t'ai coupé celle-là. Ouais. Il a vendu tout son catalogue de films à Gaumont et tout, machin. C'est un strop de fou. Je l'ai pris, oui, mais il a sympa. Je le mets, tu vois, là. Mais bref, donc tu vois, des gens du cinéma, des agents de cinéma, des agents de créateurs de contenu, de l'influence, du TikTok, du court, du long, du vertical, du horizontal. C'est tous les gens qui créent une forme de culture, de pop culture, quoi. Ouais. Oui, c'est pas la Paris Influence Week. Voilà, ouais, oui, ça c'est le truc qu'on veut pas faire. Ouais. Là, ça c'est un truc, pareil, Marc, peut-être qu'il va en parler, mais l'époque de le créateur de contenu ou l'influenceur, pour le coup, qui met un URL dans sa story pour vendre un produit, elle est un peu finie, quoi. Ouais, clairement. Je rebondis juste sur ce que tu disais avant pour donner un peu d'autres univers qui étaient présents. Mais donc il y avait Thomas Joly, tu vois, qui est le metteur en scène. Moi, c'était ma meilleure conférence, celle-là. Ah bah, c'était incroyable. Standing ovation. C'était pas toi qui. T'as la chance. C'est quand même. Il y avait Alexia Laroche-Joubert, tu vois, les premières émissions de télé. Ça, c'était ma deuxième. Celle d'Alexia Laroche-Joubert avec l'ancienne DG de Webedia. Michel Benzeno. C'était trop bien, en fait. C'est 2 mondes, le monde de la télé et le monde d'Internet qui a 21 ans derrière. Ouais, ça, par contre, ils se sont bouffés sur ta profil pas. C'est lui. Comment ça, ils se sont? C'est moi qui l'ai mis, la photo. Pourquoi t'as fait ça? J'ai que ça. Non. La photo que j'avais avant marchait pas. Ils m'ont dit t'as quoi d'autre? J'en ai envoyé. Ils m'ont dit bon, on prend celle-là, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, t'as une casquette, des cheveux longs, une barbe. Et en fait, il y a pas la casquette, pas les cheveux longs, pas la barbe. Voilà, c'est Alexia Laroche-Joubert a dit que j'avais 12 ans. Ouais. Et en costume. Ouais. Et en costume. Non, j'étais doudoune sans manche. Ah ouais, une chemise. Voilà, pire. Bon, bref. Mais ça, pareil, elle était méga tendre. Mais c'était le but, hein. Le but, c'était littéralement de mélanger ces deux. C'était genre la deuxième. C'était le premier truc, c'était ouverture juste après Marc. Moi, je monte sur scène et je fais monter Michel et Alexia. Et le but, c'était d'avoir ces 2 mondes-là, quoi. Tu vois, le lendemain, j'ai fait la même chose. Enfin, c'était moi encore sur scène, mais on a fait la même chose avec Justine Riz de YouTube et Justine Planchon de Media One, tu vois. Parce qu'on concilie le beaucoup but, les c'est plateformes. ouais, voilà, c'est de faire en sorte que tous ces gens se parlent.
dans des formats où on n'a pas trop l'habitude de les voir, quoi. On n'a pas parlé, mais en une phrase, après je te laisse Marco, mais en effet, toutes les plateformes étaient partenaires de la Paris Creator Week. Et quand on parle de toutes les formes de création de contenu, tu avais du son avec des Spotify, tu avais de l'écriture et du business avec LinkedIn, et toutes ces plateformes-là étaient partenaires. Et pour reprendre ce que disait Marc, au tout début, elles avaient leur événement propriétaire au début. Et pour la première fois, on a eu la chance qu'elles viennent montrer leur expertise et partager avec qui une agence, qui un créateur, qui ses nouveaux produits avec des keynotes, etc. Donc les créateurs, les agences, les marques et les plateformes, tout le monde a joué le jeu. Alors, je ne peux pas les citer, mais il y a une énorme boîte de prod française ils m'ont dit, après, on savait que c'était intéressant, mais donc voilà, on touche de loin à cet écosystème. Mais en fait, le fait de venir, on s'est rendu compte que tous les gens qu'on croise, on peut faire des choses avec eux. Et donc, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on se lance vraiment dans ce secteur avec des vraies choses, quoi. Et tu vois, c'est une grosse boîte, quoi. C'est un des derniers bilans de la Paris Creator Week, c'est qu'il y avait plein de créateurs, donc il y avait énormément d'échos sur l'événement. Il y avait une centaine de journalistes, donc il y a eu une couverture presse énorme également en termes de retombées presse. Et les gens ont fait du business, ils se sont rencontrés, ils ont croisé les univers, ils ont fait du réseau. Il y a un nombre de collabs incalculables qui sont sortis de la Paris Creator Week parce que les gens se sont parlé et ils se sont rencontrés. Et c'est peut-être le des challenge. Gens qui ont signé des talents. Il y a des à gens l'event. À l'event, ouais. Juste avant, en off, on parlait justement de mes sponsors sur le podcast, LinkedIn, ça et tout. Il y en a au moins 3 ou 4, c'est grâce à la Paris Creator Week, tu vois. Trop bien. Là, j'ai commencé à bosser avec les potos de Submagic, j'ai commencé à bosser avec les potos de Lemlist, tout ça et tout. Et tout ça, en fait, c'est parce que on se voit tous de manière digitale. Et là, t'es à un dîner, t'es à un événement. Ouais. Et une petite teuf à la fin, tu vois. Très belle oh, là, teuf. c'était sympa. Très belle teuf. Là, il s'est passé des choses, tu vois. Oui. Et en vrai, moi, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, mais en vrai, je suis un putain d'introverti. C'est-à-dire que moi, je me nourris pas trop de l'énergie des autres. Au contraire, ils ont plutôt tendance à me la... tu vois, un peu tel un Dyson, quoi, tu vois. Donc, en fait, moi, d'aller à ce genre d'événement, du coup, en fait, je m'oblige à me mettre dans une zone d'inconfort. Mais en fait, quitte à être dans cette zone d'inconfort, je vais essayer quand même de faire le taf, quoi, tu vois. Tu sais, c'est comme quand tu vas jouer au foot à un lendemain de cuite. Bon, quitte à être sur le terrain, je vais tout défoncer, quoi, tu vois. Ouais. Bon exemple. J'aime bien les métaphores. Non, écoute, pour faire le bilan de cette première édition, et après on va te parler un peu de la deuxième. Yes. Bilan financier, tu vois, pas ouf, dans le sens où tous les 3 on se paye pas et on a été pile à break-even, tu vois, avec un tout petit peu de trésor, tu vois, on est déjà dans la merde là aujourd'hui pour payer les équipes et les locaux sur quelques mois, tu vois. Donc, nous, bien sûr, t'as un peu le somme. T'as fait, alors les gens disent oui, en 4 mois et ça, non, on a taffé toute l'année et sur les 6 derniers mois, on a taffé 6 jours sur 7, enfin, on a taffé comme des maboules sur ce truc. Gratos pour l'écosystème, tu sais que c'est un investissement. Oui, bien sûr. Mais on a subventionné le voilà, business exactement. avec notre temps. On a joué le rôle de Dieu vous bénisse pour ça. Et nos larmes. Voilà. Et Dieu vous bénisse pour ça. Non, mais c'est vrai que voilà, ça, je pense que c'est vrai que c'est dur quand il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Je pense qu'en France, les gens parfois ont du mal à le comprendre, tu vois, un peu la notion de ROI ou un peu long terme. Mais c'est vrai qu'on avait besoin du soutien des gens, tu vois, pour financièrement et ça pour exister. Donc il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui avaient plus de mal à comprendre que voilà, il faut que cette initiative existe, tu vois. Au bout d'un moment, tu as une réalité business derrière. Mais bon, bref, on s'en est sorti tant bien que mal, voilà, de ce point de vue-là. Mais bon, si c'est, on va dire, un bilan mitigé financièrement, je pense que sur le reste, le bilan, il est excellent. Donc, comme Pierre l'a dit, 2600 visiteurs uniques, tu vois, cette année-là. 2600 2000 participants uniques, 1200, 1300 personnes par jour. Ah ok, j'avais la stat de 2100. Ouais. Mais donc voilà, retombées médiatiques très très cool, tu vois, on a eu plus d'une 50aine de retombées médiatiques, dont d'extrêmement gros médias, tu vois, comme Le Figaro, Les Échos, Politico, l'AFP, tout ça, tu vois, France Inter, Radio Classique, tout ça. Donc voilà, et des médias beaucoup plus niches, beaucoup plus spécialisés. Des super bons feedbacks, effectivement, des partenaires qui étaient présents. Là, moi, il y a 2 semaines, il y a un gars, bon, je ne citerai pas, mais il m'a dit, tu vois, il a rencontré MrBeast grâce à nous, tu vois. Grâce à nous, voilà, là, il y avait... Parce qu'il y avait le producteur de MrBeast. Il y avait... C'était un de ses stratégy managers. Ouais, c'est ça. stratégie Pas manager. producteur, mais... Un mec de sa team. Un mec de ses adjudants, quoi. Ouais, c'est ça. Un de ses généraux. Ouais. Et donc ce gars a fait JD, une bonne impression à JD, donc qui est dans la team de MrBeast. Et donc MrBeast, quand il est venu checker ses marques de chocolat là, dans les carrefours et tout là en mars dernier, qu'il est venu en France, il a dit attends, je veux capter tel gars que j'ai rencontré à la Paris Creator Week, tu vois. Donc c'est cool. Enfin, on est content que voilà, ça ait créé des choses et que ça a été l'étincelle de quelque chose, quoi. Donc voilà. Et maintenant on peut te parler, si tu veux, un peu de l'ambition pour la deuxième année, quoi.
Yes, complètement. Parce que là, nous, on tourne, on est en mai. Je pense que voilà, l'épisode sortira peut-être fin juin, début juillet. Je crois que c'est par là que vous allez faire un peu l'annoncement de cela. Ouais, carrément. Bah, Pierrot, tu vas en parler? Ouais, carrément. Donc la deuxième édition, ça va sortir le 2 juillet sur tous les réseaux. On va coordonner. Alors l'avantage de monter un événement comme ça et de tisser ces relations, c'est qu'en année 2, tu t'appuies dessus. Et d'avoir sorti un événement que les gens ont apprécié et aimé, c'est que c'est plus facile de closer des sponsors en année 2. Ils sont plus enclins à investir dedans parce que la première année, ils y vont du bout des dents et on les comprend. Quand tu es un mastodonte, tu mets pas tes billes tout au même endroit. Pareil pour les speakers. Donc on a une aura dont on bénéficie et sur laquelle on a vraiment travaillé là, au premier semestre. L'idée, le 2 juillet, c'est de faire une sortie massive avec les communiqués de presse, les créateurs, les newsletters, nos partenaires, les speakers. Et dans la même logique qu'on avait la première fois, ça veut dire ne faire aucun bruit pendant la première partie de l'année pour ensuite essayer de sortir avec un événement qui réponde aux attentes qui sont colossales de l'écosystème suite à la première édition. Alors après, colossal, peut-être que je m'enflamme un peu. En tout cas, moi, j'ai de grosses attentes sur l'événement et on en a tous. Mais en tout cas, on pense qu'on est vraiment attendu au tournant. Et l'ambition de cette deuxième année, c'est déjà de doubler la taille de l'événement. Donc, on va monter à entre 4000 et 5000 participants. Par jour? Non, total inscrit. Au total. Ouais, exactement. Donc, ça va faire quelque chose comme 2000 participants par jour. Donc vous restez sur 2 jours ou vous passez sur 3? Ça reste sur 2 jours. Okay. Ça reste sur 2 jours. C'est pas mal sur 2 jours. Après 3 jours, c'est facile. Exactement. Mais même pour les partenaires. C'est une question de taille de l'événement. Il y a un moment où, tu vois, à 10 000 personnes, ce qui est le cas de la Paris Fashion Week par exemple, et de plein d'autres events, à 10 000 personnes, tu peux te permettre d'avoir un 3e jour. Il faut proposer quelque chose, il faut que ce soit différent, intéressant, il faut que ce soit un autre angle, un autre truc, tu vois, genre, ça peut pas être juste un jour de plus. Mais tu vois, là, donc on était à 2000 personnes, 2 jours, c'est parfait. 4000, 5000 personnes, 2 jours, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, limite, le danger de rajouter une journée, c'est de faire 3 jours un peu moyens, en fait, parce que tu dissémines un peu toutes tes têtes d'affiche, tous tes gros trucs. Bien sûr, dans un événement, quand il y a des dizaines de conférences, bon, bah, on va pas se mentir, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Et à un moment donné, bon, bah, c'est bien de tout mettre sur 2 jours. Si tu mets sur 3 jours, tu es obligé de redispatcher un peu. Pour les gens qui viennent, pour les participants, c'est quand même une énorme contrainte, tu vois, d'être là sur 3 jours, tu vois. Alors effectivement, s'il y a un truc différent, si tu as une journée B2C, 2 journées B2B, un peu à la Vivatech, etc., tu vois, ça peut se justifier. Mais là, c'est vraiment beaucoup de monde, genre Vivatech. Genre 80 000 personnes, 60 000 personnes. Là, effectivement, ça peut pas tenir sur 1-2 jours, tu vois, il faut réfléchir à un vrai truc, quoi. Mais donc 5000 personnes, tu vois, donc ce qui est cool, c'est que ça sera de nouveau à Station F. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Station F, effectivement, avait cette limite de 1300, 1200 max à un instant T. Et en fait, Macron a fait son event sur l'IA. Et ça a quand même débloqué la limite. En fait, ils se sont dit, en fait, on peut peut-être sortir les résidents, vous donner l'accès à toutes les mezzanines, tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Tu vois, les box qui sont à Station F, à l'étage, on peut les utiliser pour faire plein de trucs. Donc voilà. Donc, on est très hype de faire ça de nouveau là. Je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais Station F, je trouve la luminosité, le truc fait qu'il y a une vibe qui est cool, tu vois. T'es pas dans un hangar dans le noir, un peu. C'est pas mal. Et donc du coup, ça va être quoi le principe? Ça va quand même rester pas mal de conférences et un village partenaire en fait, grosso modo. Toujours avec la main stage et la second stage. Et en haut, vous allez mettre quoi? Cette année, en fait, l'ambition, déjà, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû commencer par ça. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de passer au niveau européen. Donc, on a voulu faire le premier événement de créateurs de France l'an dernier. Et à notre petite échelle, on a réussi à le faire. Cette année, on veut vraiment monter à l'Europe. Donc, amener 30% de partenaires, speakers, participants étrangers, faire venir des agences. Et on a déjà les premiers partenaires sur les marchés espagnols, Italie, UK, Allemagne. Et là, on refait le job qu'on a fait l'an dernier. Donc, redécouverte d'un marché, re-signature des premiers gars, aller chercher tes champions pour ensuite disséminer sur les autres. Donc, on a un énorme travail d'ouverture de marché. Mais l'idée, c'est de faire 2 choses. La première, c'est faire shine la France et montrer l'expertise, l'unicité et la diversité française. Comment est-ce qu'on l'exporte et en quoi on est leader sur ce marché, parce que la France est vraiment considérée comme un leader sur ce marché. Importer des talents, des expertises et faire venir des gens de l'étranger pour voir ça. Et enfin, favoriser tout ce qui est création de contenu interfrontières. Donc, comment est-ce que quand tu es en France, tu fais de l'influence française en Espagne et donc du coup en Amérique du Sud, au UK, mais donc du coup aux US, parce qu'on prépare l'année 3, qui sera pour le coup une ambition mondiale. Donc l'année 2, le gros challenge, c'est garder la même qualité d'événement en doublant de taille et en faisant venir des partenaires européens, en changeant de langue sur scène. Bref, ça va être c'est là qu'il y aura beaucoup de confs en anglais, quoi. Exactement. Ouais, ça améliorera pas. C'est quand même qui reste de l'agenda, donc je parle sous couvert de cam, mais on va pas faire une journée en anglais, une journée en français. Tu vois, ça s'alternera. Tu vois, un peu tout le temps. Je pense que l'année dernière, il n'y en avait que genre 2 ou 3, je crois, des confs en anglais. Il y avait une. il y avait Amixem et JD. Voilà, c'est tout. Il n'y en avait pas une autre?
Franchement, Je crois Je pas. crois pas. Et ça avait très bien marché. Hein, tu vois, Ouais. évidemment, on dit toujours oui, les Français savent pas parler anglais. Et tout ça, mais tu vois, ça va, tu comprends. On sait pas le parler, mais on sait le comprendre. Oui, voilà. Enfin, c'était JD à Mixem, c'était full de chez full. C'était Quoi. ma Bien troisième sûr. préférée. Bien Ah, sûr. voilà. Ah, il délivre le top 5. Et cette année, la dernière chose qui est vachement intéressante, c'est qu'on fait la Paris Creator Week. On l'a pas dit depuis le début, mais c'est plein d'événements autour de notre événement. C'est pour ça que ça s'appelle une week. Et cette année, tous les partenaires s'ambiancent, se chauffent pour faire qui un after work, qui un dîner, qui un workshop, un petit déjeuner, des projections, monter un studio de podcast, déployer des émissions chez nous pour des podcasteurs, pour des chaînes, pour des médias. Et donc, un peu comme le Festival d'Avignon, l'idée c'est que le off soit quasiment plus gros que le in, avec des visites de monuments dans Paris, plein de choses organisées par les créateurs, pour certaines niches, pour les marques, etc. Et c'est un peu notre ambition à nous, c'est de devenir un endroit où, oui, on va venir faire du business, des conférences, écouter des gens, mais autour, l'écosystème se structure et les gens s'excitent et font de cet événement leur événement. Ouais, Et c'est un peu humainement ce qui s'est passé cette année. Donc, les gens sur place se sont dit « Ah putain, c'est dingue, et je peux rencontrer les gens et c'est top ». Et cette année, c'est remonté d'un niveau. Donc, c'est les sponsors, les marques, les partenaires qui, eux, se disent comment je peux aller mettre ma patte dans l'event et dans la Paris Creator Week. Et ça, c'est génial à voir parce que les gens sont quasiment plus excités que nous. Est-ce qu'on monte un food court? Est-ce qu'on fait un lieu pour faire du maquillage en live avec des Instagrammeuses? Enfin, Donc ça il va y part avoir en plein live. d'événements satellites Ouais. Ouais. pendant les 2 jours ou même pendant toute la semaine En fait, gros, hein. l'idéal, c'est que ça s'appelle une week, c'est pas un hasard, tu vois. Genre, le but, c'est qu'il y ait une semaine entière dédiée à ça. Donc, si tu es un professionnel du secteur, que tu sois un créateur ou un artiste ou une marque ou un whatever, tu te dis, OK, là, ça va être ma semaine où je peux préparer toute mon année qui vient, en fait, tu vois, genre. Et avec différents formats. Donc, nous, on va toujours garder nos 2 jours qui sont un peu l'excuse pour tout le monde de se dire, OK, c'est la semaine où on charbonne sur la création de contenu et les deals et les machins et les partenariats, etc. On va toujours organiser notre dîner à nous où tu étais invité, qui est le moment qui permet à tous les speakers, les partenaires de se voir avant le kick-off. On va toujours garder l'after party, même si on va peut-être un peu changer d'échelle. On va peut-être créer un nouveau format un peu avant. Mais le but, c'est que ce soit à n'importe quand, à n'importe quel moment. Tu vois, c'est d'ailleurs un peu un appel à projet. S'il y a des gens, tu vois, par exemple, le vendredi, pour l'instant, il n'y a rien de prévu le vendredi. Tu vois. S'il y a des gens qui veulent organiser un truc le vendredi, c'est trop cool. S'il y a des gens qui veulent organiser un after work, la fin de la première journée du salon, chez eux, par la station, Ça, F, ça, n'importe où. ça aurait été pas mal ça. Ouais. Bon, après, il faut pas faut trop se la coller non plus ça parce vient- qu'après, il y a quand même le 2e jour. Mais Si tu savais, dans les events, alors peut-être c'est que dans la blockchain, mais dans les events, vraiment, les gens, ils se lâchent. Hein, tu vois, genre, Ouais. ils sont en semi-vacances, semi-travail, et ils n'hésitent pas à s'amuser. Mais donc, ouais, c'est le truc, il faut qu'il y en ait plus. Normalement, il y en aura plus cette année, mais il faut que tu aies un agenda de semaine qui est pacte, tu vois, qui est vraiment rempli avec plein de trucs, où tu te dis, OK, je vais aller là, ensuite je vais aller regarder telle conférence, je vais faire tel rendez-vous avec telle personne, ensuite je vais m'amuser là, je vais apprendre des trucs, etc. trop bien. Est-ce qu'il y a. Alors, je crois savoir un peu la réponse, mais je tente quand même. Est-ce qu'il y a quand même là peut-être des exclus que vous pouvez donner, sachant que le podcast sortira fin juin, début juillet ou quoi? Je sais pas, est-ce qu'il y a déjà peut-être des choses, bon, vous en avez déjà dit plein, hein, mais peut-être des choses qui vont vraiment un peu sortir de l'ordinaire, des choses que vous aimeriez faire, que vous pouvez peut-être déjà donner. Bien sûr, on Il y a coupe s'il n'y a rien, mais Un des trucs les plus... Alors, sur les speakers, on peut pas dire grand-chose en vérité. ça c'est normal. Il n'y a pas de grand-chose d'intéressant et de confirmer. Sur les sponsors, c'est pareil. En revanche, un format qu'on crée, qu'on est à peu près sûr de faire, c'est que, donc, en gros, dans les event tech, bon, moi j'étais dans la blockchain, mais dans les event tech, il y a la même chose. Avant le gros event, avant le gros salon, tu as toujours un petit hackathon avant, tu vois, genre, le week-end d'avant. Et donc c'est un truc en général où tu as des développeurs qui viennent créer des projets en 48 heures, tu vois, ils créent une app, ils créent un produit, une fintech. Moi j'avais fait un startup week-end fintech, tu vois, tu as un week-end pour créer une fintech et tout machin. Moi j'aimerais bien répliquer ça dans ce qu'on fait nous. Du coup c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc en gros le week-end d'avant le salon, donc ça va être sur samedi dimanche, on crée un truc qui s'appelle Snack Hack. C'est un hackathon sur la création de snack content. Et donc tu vas avoir des créateurs qui vont venir, qui vont avoir devant eux des marques, qui vont leur présenter un brief, et ils vont avoir 24 heures pour créer une vidéo de 1 minute qu'on regardera tous ensemble à la fin, dans le but de gagner une collaboration garantie avec la marque. Voilà. Ça, trop bien. Et est-ce que c'est un peu sur le même modèle que le Startup Weekend? Ouais. Je crois que ça existe encore, ça, le Startup Weekend? Alors, il y avait un gars... Il y en avait tout le temps que je quand on connaissais était. un peu. On est tous de la Comment même il s'appelait génération, je pense. C'est Mais pas c'est Damien Gromier, je crois, c'est lui qui faisait ça, non? Ah, tu vois, gars, de Jimmy Fairley, Ouais. ils sont nés au Startup Weekend Ah ouais Toulouse. Je pense même pouvoir presque te redonner l'année. Genre, je dirais
2010. Les lunettes, C'est fou ça. Les lunettes de Jimmy Fairley. Ils se sont rencontrés, ils ont fait leur Dans truc à un un Startup Startup Weekend à Toulouse. C'est Et génial. d'ailleurs, c'est là qu'ils rencontrent Céline Lazorte, qui avait fait Litchi, Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. et qui a été la première à mettre des ronds, enfin l'une Où des tu premières vois à mettre des ronds dans leur truc. Indie. Ça s'appelait Georges Pointec avant. On ira, maintenant, quand même, c'est Indie. on ira quand même vérifier hein, que je dis pas de conneries, mais on fait quand même un Là, c'est la fact-checking. minute, quoi, c'est tu la vois, mais- minute connerie, tout Non, le monde mais y va c'est- et la fois on cut ce qui est pas bon. quoi. Celui-là, j'en suis sûr, mais donc Indie, qui est une grosse bah, fintech, il Indie. me semble, et Georges Pointec. Indie, là. on les embrasse aussi. Ah bon, ben voilà. Ben, Indie, il a fait le Startup Weekend avec moi le même week-end. Et il a créé. Alors, il avait déjà. Son projet existait déjà. Mais il était là en train de bosser sur son projet dans un Startup Weekend. Et c'est devenu la boîte que c'est devenu. Ah, bah, avec lequel, du coup, de Indie? Bah, le fondateur, là. Comment il s'appelle déjà? C'est, Com. Avec Com. J'avais oublié, voilà. En plus, Com, il a fait le j'ai même enregistré Startup avec lui Weekend que juste moi. à côté. Pardon, C'est Com, vrai je t'embrasse aussi. Il a fait le même Startup Weekend que moi. Et donc, dans les Startup Weekend, il y a des choses qui se créent. Et dans ce format-là, où tu Ouais, je suis prends d'accord, c'est plein ouf. d'inconnus et que tu crées un truc un peu marrant et que tu mets un peu d'enjeu, que ce soit un prize pool ou une collaboration garantie avec une marque, il va se passer des choses, il va y avoir des rencontres et surtout on va se marrer, je pense. Et ça va être cool. Et c'est vrai qu'en plus, alors, ça a un peu rien à voir, mais je digresse, mais ça, c'est en fait, c'est un truc de ouf aussi de montrer qu'en fait, en un week-end, Oui. quand on te met un flingue sur la tempe Ouais. et quand on te dit t'as un week-end pour monter la startup, pour monter ton produit, pour monter ta vidéo ou quoi, Ouais. et ben en fait, tu le fais. Donc en fait, toujours dire ah, j'ai pas le temps, c'est Ouais. trop dur, machin et tout. Non, en fait, c'est juste que Et parfois tu sors des trucs. on aime fous. procrastiner et tout. Ouais, Et ouais. en fait, quand tu te mets dans l'urgence et quand tu es obligé de le faire, et ben c'est là en fait que tu te rends compte que tu peux aller vite, quoi. Ouais. Vite et bien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un des trucs où on est à peu près sûr de le faire. En fait, j'en parle parce que toutes les marques à qui on en a parlé nous ont dit c'est trop bien. Ça leur permet de créer du lien avec les créateurs et ça permet aux créateurs de juste créer. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les créateurs créent. Tu vois. Et l'objectif, c'est de mettre en avant des jeunes créateurs. Ça va pas aller chercher c'est des ça. gros, mais prendre des plus petites structures qui Ouais. ont 20, 30, 40, 50, 100 000 abonnés. Ouais. Mais pour Sur éventuellement. TikTok, Insta, Voilà, ouais. avec plusieurs plateformes éventuellement, voire faire un contenu avec une marque qui est plutôt B2B, avec des contenus qui vont aller sur LinkedIn. Voilà, l'idée c'est ouvrir la créativité, connecter les créateurs avec des marques, faire en sorte que les marques se parlent aussi, et puis enfin publier des contenus pendant la Paris Creator Week pour qu'on voit, une fois que les marques ont élu leur champion et qu'elles le désignent à la fin du week-end, on voit quel est le champion des réseaux. Parce que c'est un Ouais. autre truc qu'on apprend sur les réseaux, Ouais, c'est ouais. que tu sais jamais ce qui va marcher en fait. Ouais. Et- Je pense que c'est une des tendances aussi de la créateur économie. Tu vois, il y a 5-10 ans, les marques ne voulaient pas bosser avec des créateurs de contenu, les influenceurs. Ensuite, elles ont toutes voulu bosser avec les créateurs. Et maintenant, les créateurs peuvent même imposer aux marques des collaborations commerciales qui sont très très fun, tu vois, très très gaulerie. Genre la manière dont la marque est intégrée, c'est pas du tout une pub corpo, tu vois. On voit des trucs très créatifs comme dans les collaborations commerciales aujourd'hui, tu vois. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut Mhm. donner. Ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se On passer. sait pas ce qui quoi. va sortir. Et ça, c'est drôle. Voilà pour le c'est un nouveau side event, mais un side event propriétaire de la Paris Creator Week, sachant qu'il y en aura plein de nouveaux et il y a vraiment de belles surprises en préparation. Quoi. Et du coup, cette année, vous voulez avoir 2 fois plus de personnes sur l'event, vous voulez aller chercher 4 fois plus de budget, et là, vous avez 2 fois plus de temps que l'année dernière. Mais par contre, du coup, quand on change d'échelle, je suppose que vous êtes obligé aussi de changer d'échelle en termes de temps consacré, en termes, je suppose aussi d'équipe, parce que là, l'année dernière, vous aviez quoi, une dizaine de personnes, À la fin, on était 9. C'est ça, non? C'était 9 à la fin. C'était 9-10. Au 10 décembre, on était 9-10. Donc là, je Ouais. suppose que vous allez refaire la même chose, bootcamp cet été, mais sauf que là, vous allez en prendre 20, quoi. Non, en gros, il y a dans ce moment de croissance là, donc tu vois le passage de 2000 à 4000, théoriquement, on est censé pouvoir gérer avec à peu près la même équipe. En revanche, ce qu'il nous faudrait, c'est commencer doucement à moins payer avec notre sueur et dans la douleur, quoi. Tu vois. Il faudrait que ça se passe juste un peu mieux. Tu vois. Ouais, Donc avec des gens, soit un peu plus de monde, mais plus expérimentés, par exemple, tu vois. ouais. Avoir, je sais pas, un espèce de chef ops ou d'Irprod qui est voilà le gérant de tout, un peu les side events, de tous les trucs. Boum, il y a quelqu'un, tu vois. Genre. Là où tu as raison, c'est sur les partenariats, quoi. Tu vois, parce que du coup, on est la même équipe et on est censé, même si on a 2 fois plus de temps, on est censé trouver 3 ou 4 fois plus de partenaires. Et donc ça, il y aura forcément un challenge. Donc ça, je sais pas, est-ce que ça se résout par l'expérience, donc quelqu'un qui est meilleur? Est-ce que ça se résout par le volume, en avoir 2? Est-ce que c'est les deux? Sachant qu'on n'a pas un budget illimité du tout, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est vrai qu'on a quand même une croissance mécanique, tu vois, quasiment 100% des partenaires de l'année dernière ont re-signé, tu vois, ou nous ont dit qu'ils allaient re-signer. Donc voilà, donc forcément, tu vois, on grossit aussi naturellement grâce à ça. On n'a pas à repitcher
on doit se mettre d'accord sur l'implémentation exacte de ce qu'on va faire ensemble cette année, mais le pitch est déjà fait, la confiance est déjà là et tout, et ça nous aide à scale, quoi. Et l'historique de tout ce qu'on a créé. Avant, tu vends des images, des idées, du concept. Là, on a du visuel, on a des posts LinkedIn, on a des témoignages, des mecs qu'on peut appeler. On peut dire appelle Hugo, dis-lui ce que t'en, enfin, pour lui demander ce qu'il en a pensé. Donc, on a tout un capital qu'on doit utiliser. Et enfin, on est dans une stratégie de réduction de coûts. Marc en parlait tout à l'heure. On est sur une trésor qui est très fine. On est pile au moment où le BFR est le plus fort. On paye les acomptes, on paye les salaires. On n'a pas encore d'argent qui est rentré dans la boîte. Donc, c'est le moment où il y a le plus gros stretch sur la société. Et donc, encore une fois, tu repars en mode bootstrap, bootcamp. Tout le monde baisse la tête. Et là, l'idée, c'est closer des personnes, rentrer les sponsors, même si on est sur un volume plus important qui doit nous donner un peu plus d'air cette année. Du coup, année 1, forcément, c'est le POC. On veut tester, c'est le MVP. On veut prouver. Il y a un entrepreneur de l'événementiel qui disait c'est la kermesse l'année 1. Voilà. Tu fais ta kermesse. Tu prouves que le concept il marche. Année 2, du coup, tu dois confirmer et montrer que plus qu'une traction, du coup, tu as une croissance. Je vais pas vous demander de me faire un business plan là, sur 5 ans. Mais malgré tout, c'est quoi quand même la vision que vous avez du coup avec cet événement, cette marque, cette société, cette association à 3 potes? Enfin, vous voulez l'amener jusqu'où, vous, la Paris Creator Week? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur la vision? Parce que peut-être que je sens des petits sourires, mais peut-être qu'il y a sûrement déjà discussion. Parce que c'est vrai que s'il y en a, son ambition, elle est là, l'autre, son ambition, elle est là, et l'autre, son ambition, elle est sur la Lune. Ça va faire la métaphore du truc. Comment ça se passe là-dessus? Il y a un maximum dans ce métier. Tu vois, il y a un monde où on est GL Events et on monte à 1 milliard de CA, tu vois. Il y a un univers quelque part où cette aventure arrive. C'est quand même extrêmement compliqué et peu probable. Donc, il y a quoi qu'il arrive un maximum. Mais moi, le truc où je pense qu'on est aligné, c'est que, moi, en tout cas, c'est important pour moi, c'est que tous les ans, avoir ce rendez-vous qui est important, qui a de l'impact et qui sert en fait à tous les gens qui viennent, quoi. Que ce soit le petit créateur qui fait le hackathon le week-end d'avant, que ce soit les gens qui viennent au salon, que ce soit des producteurs qui viennent trouver, ou des diffuseurs, tu vois, des Prime Video, M6, TF1, qui viennent trouver des nouveaux producteurs, des nouveaux auteurs pour nous proposer à nous, tu vois, dans notre quotidien, des trucs qui sont plus cool à la télé et sur les écrans. Voilà, ça c'est le truc qui est important pour moi, c'est que ce soit utile, le plus gros possible, parce que c'est quand même plus rigolo, mais surtout utile et que ça ait de l'impact sur tout cet écosystème, quoi. Voilà. Ouais, non, je pense que voilà, ça là-dessus, on est aligné. Après, nous, l'ambition à la base, c'était de faire de Paris, tu vois, et de la France de manière plus générale, le hub ou l'un des hubs mondiaux de la creator economy, tu vois. Parce que, encore une fois, on a une diversité culturelle, on a une force, et tu vois, il faut qu'on la fasse briller, il faut qu'on joue à fond dessus, quoi. Donc, c'est ça l'ambition d'ici quelques années. Après, comme Karim l'a dit, l'événementiel c'est limité. Hein. Tu vends des stands, des mètres carrés. Tu vois, on peut pas en vendre indéfiniment. Il y a quelques espaces publicitaires sur lesquels on peut capitaliser, mais voilà, c'est un business qui est fini, quoi. Tu vois, c'est pas un SaaS, quoi. Tu vois, genre, donc voilà, l'ambition elle est là, ouais, d'en faire un des mondiaux, mais ça peut devenir énorme, tu vois. Pierrot, peut-être tu as envie de raconter. Pierrot, j'étais à OMR la semaine dernière, OMR en Allemagne, et avant tu étais à au Austin, Texas. avant South by Southwest. Donc il y a 2 énormes événements. Tu connais toi les deux? Tu connais l'un ou l'autre ou pas? Je les connais de nom, mais j'ai jamais été. Je vois pas à quelle ampleur c'est, quoi. C'est genre Vivatech. Ok. Ouais. Au moins de cette taille. South by c'est 3 Vivatech et demi. 3 Vivatech et demi. C'est un mélange de festival de Cannes, fête de la musique, fête du cinéma, fête de la création de contenu, plus Cannes Lions, plus univers de la publicité. Tout ça mis ensemble sur 2 semaines complètes avec que des pros de l'écosystème, des activations dans les rues, des 4x4, des voitures autonomes, des soirées privées, des 4 concerts par soir. Non, 3 concerts par soir. 3 concerts par soir. Les pays qui viennent, des délégations entières qui louent des bâtiments, qui font la maison de la France, la maison des UK, la maison du truc. Donc, un événement, ça peut monter à cette taille. OMR, c'est 70 000 personnes. Ils avaient Ryan Gosling sur scène la semaine dernière. C'est une organisation absolument monstrueuse. Je dis Ryan Gosling, mais Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ah oui, je n'ai pas capté. Donc ça, c'est ma spéciale. Deadpool. C'est ma spéciale. Et Hugo Benz. C'est le faux François Civil, forcément. Ouais, c'est forcément. Moi, je pose tous mes doppelgangers un peu partout. C'était une orga de fou, des stands, on aurait dit des châteaux. Dans le stand Amazon Ads, il était sur 3 étages avec un DJ en haut pendant le truc. Enfin, mais je veux dire, un événement, on peut le pousser très, 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 très loin. Et OMR, ce qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable. C'est devenu l'événement incontournable en Allemagne, dans l'univers de la publicité et du marketing en ligne. Et nous, on peut devenir ça. Et il y a encore un sacré chemin à faire. Mais voilà, comme l'a dit Karim, c'est un business qui est capé.
L'ambition, comme a dit Marc, c'est de faire de la France un des stop-over obligatoires dans l'année du sujet. Et ensuite, pour moi, c'est de faire un truc qui nous dépasse, quoi. C'est de monter une plateforme dans laquelle les gens se rencontrent. Tu as monté un truc qui ne t'appartient plus, en fait, déjà. Et je pense que quand tu montes une boîte et que tu montes quelque chose qui ne t'appartient plus, que tu as passé dans le domaine public, c'est quelque chose qui est vachement enrichissant pour soi. Et en termes d'aventure entrepreneuriale, le faire avec des potes, c'est hyper excitant, tu vois. Ah, d'ailleurs, ce que je voulais dire, en gros, c'est que les trucs qu'a vécu Pierre, là, donc South by et OMR, ou Vivatech, tu vois, donc c'est des trucs qui sont effectivement possibles. C'est juste que moi, je sais pas faire, quoi. Tu vois, genre, donc, on va peut-être le découvrir ensemble, mais du coup, tu vois, le passage de 0 à 10 000, je vois à peu près le truc, mais c'est effectivement le truc encore au-dessus. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Je pense que c'est un autre métier, d'ailleurs. Oui. C'est un autre. Oui. C'est plus la même chose, en fait, tu vois. Genre. Mais OMR, ils ont une boîte de recrutement, ils ont une agence de pub en interne, ils ont intégré une solution d'événement, c'est-à-dire que ça devient des vraies machines. Je pense pas que c'est l'ambition qu'on ait tous les trois pour ce projet-là. Après, je parle que pour ma paroisse. Mais l'événement de la Paris Creator Week, déjà, tu peux le dupliquer en géolocalisation. Tu peux faire des partenariats pour qu'il y ait un Paris Creator Week en Asie, un en Allemagne, en UK. Tu peux monter un fonds de VC pour développer des boîtes autour des créateurs. Tu peux faire une boîte de formation. Tu peux faire des cours en ligne. Tu peux faire. Ça, tu peux faire tout ça, mais c'est ce que vous en auriez envie, quoi. C'est une plateforme. Ce que je veux dire, c'est que la plateforme de marque, ensuite, la plateforme de marque au sens les métiers que te permettent de faire cette industrie et cette plateforme de rencontre des professionnels te permet ensuite, t'ouvre un univers des possibles qui est absolument incroyable. Et déjà, faisons l'année 2. Voyons si on monte sur l'année 3 et quand on monte au niveau mondial, et on verra quelle est l'ambition des années 4, 5, 6. On se fera le débrief de l'année 2 du coup dans un an. On le programme en décembre, comme ça on le fait en mai 2000. Non, mais la rigueur, en fait, c'est pas mal à chaque fois de se voir l'été, comme ça, en fait, vous êtes pile au moment où vous êtes un peu au milieu et tout. Ça, c'est le bon moment pour nous choper, parce qu'avant, on est au Brésil, on est en train de kiffer. Non, je rigole, en vrai, on a beaucoup bossé ce début d'année. Mais oui, pour que les gens comprennent, c'est que là, le positionnement, il est clair dans le sens où on veut garder ce côté très premium, tu vois. Et assez niche quand même, dans un sens. Ouais, qui est niche, mais c'est vraiment... On va pas parler d'entre-soi, mais quand même, il y avait quand même un côté... tout le monde un peu connaissait tout le monde, quoi, tu vois. C'était, toi, tu parlais un peu de kermesse tout à l'heure. Bah, en fait, c'est vrai que j'avais l'impression d'être à la kermesse. Tu dis, t'es là, Michel. Ça va, tu vois. Ouais, on se connaît, mais c'est vrai qu'on se connaît. Mais tu vois, le temps que tu passes à aller voir un coup un Moubèche, un coup un L'Archevêque et ça dans l'année, là, ils sont tous au même endroit. Tu les as jamais de l'année tous à un même endroit. C'est ça qui est ouf. Et c'est effectivement, ces gens, bah, tu connais. A priori, si t'es dans l'écosystème, tu les as déjà vus, quoi. Mais voilà, tout le monde nous a dit effectivement c'est cool en tant que créateur de contenu ou autre d'avoir que des gens un peu, tu vois, vraiment dans le milieu, premium, de pas se faire assaillir, tu vois, pour un Mathieu Stéphanie ou un Inoxtag, de faire sa conf et pas être assailli après. Et donc on veut garder ce positionnement-là, assez premium avec des gens... et créateur-centric. Enfin, c'est vraiment créateur-centric. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est que ça, c'est notre force aussi par rapport à notre concurrence, c'est que voilà, c'est un événement fait par un créateur, enfin, ou par des gens voilà, qui sont proches de la création de contenu pour des créateurs, quoi. C'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est moins un truc vraiment centré pour les agences, tu vois, comme on pu le faire d'autres, quoi. Et donc, du coup, là, en fait, au niveau des actus, là, vous allez en fait faire un peu le revival de l'événement. Tu poses, je sais pas, il y a quoi, un nouveau logo, nouvelle affiche, des petites choses. T'as le nouveau site web qu'on va traduire en anglais, t'as la préparation de tous les nouveaux partenaires, et puis t'as tout le réseau qu'on monte autour de l'événement. Et billetterie directe. Et billetterie ouverte directe, parce que voilà, l'idée, c'est de faire un énorme coup de com', de pousser. Je pense qu'il y a une grosse attente, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir venir l'an dernier. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler après en disant « mais merde, j'ai raté l'event ». Et moi, je parie sur un plan marketing qui est axé sur cette énergie-là. Ensuite, à voir si elle est vraiment présente dans le marché. Mais si c'est le cas, il faut vraiment qu'on sorte avec les muscles les plus gros possibles, l'édition la plus belle possible, le plus d'ambition possible, pour que ce soit un no-brainer et que les gens se disent « Ok, je prends les billets early bird parce que quoi qu'il arrive, le 9 et le 10 décembre, je suis à Paris. » Tu vois, c'est ça ce qu'on doit orchestrer. C'est ce qu'on doit faire maintenant, quoi. D'ailleurs, j'y pense, peut-être je m'avance, on coupera si c'est le cas, mais on pourra faire un code promo pour la newsletter de Hugo. Si toi, tu veux envoyer à ta commu, ça les Hugo, il a un code promo à vie. Hein. C'est quoi, attends, le code promo, on va l'appeler comment code promo, on va l'appeler code promo. Hyper égocentré. Hugo Benz. Non, kermesse. La kermesse. La kermesse d'Hugo. C'est très dur parce que moi j'avais une boîte qui s'appelait Kermesse. Sérieux, c'est vrai. Bon, on verra, mais bon, on fera ça. Et voilà, s'il y a des gens que ça intéresse de venir. Regarde, vas-y, le code promo, on va dire c'est Hugo. HUGO, juste, comme ça, moi, c'est facile. T'es le premier. Donc, parce que le truc, c'est que, tu sais, rien que dans les speakers, on avait 4 Hugo.
Donc il y en avait un, il avait- Hugo Travers, qui était donc il y qui était avait pas le plus. Hugo le plus- Travers, Hugo Benz, Hugo Ah, Salem. 4e meilleure conférence, celle avec Hugo Travers. Ouais. Ouais. Hugo Travers qui est C'est Hugo très bien. Décrypte pour Ah, ceux oui, qui- pardon. qui- Ouais. Les auditeurs ne le savent pas, mais on essaie de trouver depuis le début, et c'est un secret, le top 5 des conférences d'Hugo à la Paris Donc là, il Creator me Week. manque, il me manque une Il cinquième. en manque plus qu'une. Matt Stéphanie. Non. C'était avec toi, ça? Ouais. Moi, je trouvais ça à chier, ça. Parfait. Non, en vrai, ça s'appelle celle de maths que j'avais beaucoup aimé aussi. En vrai, je trouvais ça cool parce que c'était un des rares à donner vraiment les CPM, tu vois, de combien Ouais, ils c'est vendaient vrai. ses intégrations, C'est ces vrai, trucs. Et moi, ça m'avait pas mal intéressé. C'était rigolo parce qu'au début, il avait l'air un peu pas à l'aise dans le rôle du. Tu vois, Ouais, c'est le l'interviewer. guest quoi. Ouais. Ça, il me l'a dit. Ça, il me l'a dit Ouais. en loge. Il m'a dit. Moi, je lui ai dit, je préfère Et ça être se voyait. interviewé que intervieweur. Ouais, ouais. Il m'a dit, moi, je préfère, enfin, ton rôle, quoi, être Ouais, ouais. intervieweur, quoi. Et Ah, moi- c'est une bonne question, moi je sais pas. En fait, tu sais que on croit toujours que être intervieweur c'est moins fatigant parce que tu parles moins. Ouais. c'est beaucoup Mais je trouve plus que dur. c'est beaucoup plus fatigant Bien sûr. parce que tu dois toujours être alerte. À la rigueur, quand t'es l'interviewé, T'attends, tu poses. tu réponds juste aux questions puis Et tu on parles parle d'un de toi. truc Ouais. question, tu parles de what. Donc Ouais, en tu général, parles de tu toi, connais ou d'un quoi. sujet que tu connais très bien, quoi. Voilà. a priori, sinon- Je suis d'accord, puis sinon, tu dois c'est garder le trop d'invités, fil quoi. de ton interview, rebondir sur ce que le mec a dit, pas oublier ce qui a été dit au début, garder l'échange Extrêmement vivant. dur d'être intervieweur. C'est Ouais. extrêmement dur d'être Alors intervieweur. là, j'avoue peut-être modèle A4 moins fatigant parce qu'en fait souvent Oui. du coup vous avez rebondi entre vous. Donc à moi il y a des fois limite j'ai un peu dormi. Après, quoi. après, on raconte notre histoire, on se Ouais. connaît très bien. Ouais. Tu vois, genre, je pense que tu prends 3 intervenants, ce qui était le cas d'ailleurs à la PCW, parfois sur scène. Ah oui, oui, Tu bah dois, oui, oui. tu dois jongler entre 4 personnes. T'as des Dans gens le qui veulent pire. parler plus fort que d'autres, t'as des Ouais. gens qui disent rien, t'as des mecs qui ont un message à pousser, puis t'as qu'une envie, c'est qu'ils arrêtent de parler parce que t'as que Ouais. Z Le plus minutes dur, sur c'est scène. le Donc, modérateur avec plusieurs intervenants qui se connaissent pas forcément. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Attends, c'est intéressant de savoir aussi, c'était quoi, vous, votre conf préféré, si vous avez eu le temps quand même de regarder un peu. Parce que, attends, est-ce qu'il y a des vidéos de ça quelque part? Ouais. Toutes Il y a les tous confs replays, elles sont en sont replay. Sur notre site, il faut s'inscrire avec un mail. c'est on peut aller les gratuitement, revoir. gratuitement. Ah, sur ouais. le Putain, site. mais tu sais que je Peut-être qu'on savais n'a pas, pas moi je assez pensais que c'était communiqué mort. là-dessus, hein. À chaque fois aux gens je On disais, a bah rien non. dit. Mais On a que fallait fait, venir, que fait la pour, communication? Que font les gens qui font du market? Regarde, les gens ne savent même pas. Même Hugo, notre premier, le premier gars chez nous. Non, mais il le sait pire, pas c'est que l'autre jour, moi, je voulais revoir un truc, je dis putain, merde, c'est vrai que c'était Tout est, c'était tout pas est capté. filmé. On va bosser dessus, on va essayer d'en faire des trucs cool et tout. Pour l'instant, ils Ah sont bah, juste dispo en T'imagines brut. les contenus de Et, ma ouais. boule que vous avez, Ah il bah faut ouais, les ouais, pousser ouais. là. Non, non, ils sont ouf. Faut bosser dessus. On va en parler avec le mec qui gère les réseaux, la communication. Donc, allez sur le site de pariscreatorweek.com. Pariscreatorweek.com, On ouais. fait un petit onglet replay, Rip. un petit mail et c'est bon. Ah, mais tu vois, parce qu'il y en avait certaines où je pouvais pas être là, tu vois, mais. C'est extrêmement quali, en vrai. Moi-même, j'ai pas eu le temps de tous me les faire, les replays, et ceux que je me suis fait, c'est très très quali, quoi. J'ai pas eu le temps de faire une seule conf, moi. Donc moi, j'ai tout La seule regardé. conf que j'ai faite, c'est la seule sur la Ah, seule mais Non, sur mais laquelle- en vous live. n'avez pas répondu à ma La- question, c'est laquelle du coup votre préf? Ouais. Donc moi j'ai tout regardé. Je vais te faire deux réponses. Mais il y a un truc, il y a une conf qui était inattendue. C'est un gars qui est pas. Enfin, toi tu vas le connaître, je pense. C'est Paul Darmas. Non. Non, bon, c'est un gars qui est à Dubaï, mec, qui organise des events et tout. Et il fait une conf où il explique de façon très très simple pourquoi c'est cool de faire des events. Et elle est si. C'est clean, clair, c'est simple. Il t'emmène dans le truc et tout. Et genre, ça m'a un peu surpris. Tu vois, c'est pas une star, c'est pas Hugo de Travers ou Hugo Décrypte, c'est pas MXM et tout machin. Vraiment, il y avait lui. Il y a, dans les gens un peu plus connus, tu as Guizy, donc un YouTuber qui a 1 million d'abonnés sur YouTube. Lui, il fait une keynote pareil, extrêmement quali sur comment je pars d'une idée et ça arrive sur ma chaîne YouTube en fait. Et il dit de façon très très claire, voilà comment j'ai choisi mon titre, voilà comment je fais ma minia, qu'est-ce que je mets dedans, le concept, le Ça, machin. c'était. Comment il s'appelle? Gizzy. Ah, ça, je l'ai G-I-2-Z-I. été maté, elle était cool aussi. J'ai Oui, mis deux comment il Z. s'appelle aussi le youtubeur Il y qui a a les Cyril lunettes? MP4. MP4. Cyril MP4. Ah, Cyril MP4. Allez, c'est Il bon, a c'est fait sur celle-là, son groupe. aussi. Mon Ça y top est, 6. yes, les gars, on l'a eu. Non, celle-là, elle est C'est trop la trop bien dixième. aussi. C'est- Lui, c'était création de contenu et business. C'est Et ça. C'était hyper C'est intéressant. l'équilibre entre les deux, parce que lui, il a un groupe dans lequel il y a la société de représentation personnelle, une agence, il lance un clavier gaming, il explique un peu tout ça. Top. Et moi, ma préférée perso, c'est toutes celles que j'ai modérées, tu vois. Donc c'est pour ça que je les modère d'ailleurs. Donc c'est Thomas Joly, Alexia Laroche-Joubert Benzeno, Justine. Enfin, c'est trop T'en sympa. avais fait une très bonne avec Manuel Diaz. Ah, mais aussi. celle avec Manuel Diaz, elle est trop Ouais. bien aussi. Ah, ouais, ouais. il est top. Manuel Diaz, c'est un de Manuel Diaz. mes speakers préférés de tout le secteur, quoi. Et tu sais que moi, en plus, je l'ai pas vu cette conf et moi, je l'ai découvert après. Oui. Je l'ai découvert dans la vidéo de Matt Stéphanie où ils sont aux États-Unis. Quoi? Attends, mais alors, Non, tu confonds avec Carlos Diaz. Je confonds avec Carlos Diaz. Qui est Ça, son c'est frère. son frère. Ah, ils sont frères. Bon, C'est son tu vois, frère, j'étais ouais. pas si loin. Ouais, quand t'es même. pas si loin, t'es pas loin. C'était pas loin. Bah non, Manuel Non, Diaz, je Manuel connais pas. Manuel Diaz, Diaz, c'est pardon. pardon. Non, mais Manuel Diaz, c'est un gars qui a une agence qui s'appelle Influx, et donc c'est notamment l'agent de Guillaume Play.
Et ils ont lancé le podcast ensemble, donc c'est plus le premier et plus gros podcast de France, hein, il me semble. C'est fou, toute hein, catégorie. C'est le plus gros, ouais. Toute catégorie. Legend, c'est Et il en a plein incroyable. d'autres. Voilà. Et Emmanuel Diaz, il est très smart sur ce secteur et comment approcher les trucs. Et... Enfin bref, il est vraiment très cool, quoi. Voilà, ça c'est mes préférés. Ouais, bah, moi en 2 mots, pareil, hein, j'ai pu assister quasiment à rien à part celle où j'étais sur scène, quoi. Mais enfin, où j'étais sur scène en tant qu'intervieweur. Mais donc j'avais bien aimé. Amixem, moi, il m'avait fait bien marrer. Ouais. Je- avec toi ou avec Ouais, Jody avec moi, j'avais Ouais. adoré, en tout cas, l'expérience de le faire passer parce que Ouais. c'est un show, le gars, tu vois. Ouais. C'est un show, il te met du malaise, il te met des trucs. Enfin, c'est rare. C'est un Moi- vrai entertainer. Ouais. Mm. Moi, en vrai, je suis quelqu'un de normalement très à l'aise sur scène. Et c'est rare que je sente vraiment quelqu'un où je me dis, putain, lui, il a vraiment du charisme. Tu vois, j'ai sorti un truc qui me mettait Non, mal à l'aise, il ouais. reprenait le truc. Tu vois, il est il est à l'aise dans le malaise, quoi. Donc ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, putain, là, je suis avec un vrai entertainer sur scène et c'était marrant. Mathieu Stéphanie, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je te dis, il allait vraiment dans le détail de son CPM, des intégrations qu'il vendait et tout. Et en fait, tu vois qu'il a des CPM très élevés par rapport à la moyenne du marché, tu vois. Ouais, 90, je crois. Ouais, même plus hein, pour certains. Sur certains. Ah oui, pour la finance, tu peux monter à 150 Ouais, et tout. Ouais. c'est ça, c'est ça. Faut savoir que voilà, la moyenne du marché, c'est plutôt allez, 50. entre 60 et 80, tu vois, pour les bons. Et c'est déjà bien ça. Ouais, hein. c'est bien, ça. La moyenne, c'est plutôt 50-60. Hein. Ouais, alors Sur le bon, podcast, ça, je crois. c'est vrai que ça dépend énormément de ton audience, Ouais. quoi. Mais bon, enfin voilà, rentrer un peu dans le détail de Ouais. bon, combien ça gagne, de faire une intégration au début de ton podcast et tout. Et c'est le seul à ma connaissance. Bon, après, j'ai pas vu toutes les conférences, mais à qui on est rentré un peu dans le détail. Et ensuite, ouais, Karim, quand il était sur scène avec Manuel Diaz, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment d'aller dans le détail un peu de la lifetime value des utilisateurs, tu Ouais, vois, ouais. du service Trop que smart. tu vends. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, quel est le ROI réel pour la marque, tu vois. Nous, on bosse beaucoup avec un média qui s'appelle Major Prépa, tu vois, qui fait des vidéos pour les écoles. Bon, bah, un mec qui signe en école, c'est 80 000 balles la lifetime value. Tu vois, il paye 20 000 balles par an, tu vois, pendant 4 ans à HEC, à l'ESSEC, à l'ESP. Donc, tu comprends que c'est intéressant, tu vois, de faire des collabs avec ces gens-là. Enfin, en tout cas, qu'ils ont un budget réel pour gagner 2 ou 3 utilisateurs en plus, enfin, tu vois, 2 ou 3 étudiants en plus, quoi, dans ce cas-là. Donc voilà, un peu les 3 moi qui m'avaient marqué, mais encore une fois, j'en ai pas eu beaucoup du coup. Moi, j'ai couru partout J1, donc j'ai pas vu une seule minute Ah de ouais, cours. non, mais il y a t'as au moins- tronche la première journée, mais t'avais Et pas du tout la j'ai- même j'ai le pas vu deuxième. Au moins Moziman. Oui, bah, c'est là où j'étais dessus, en Ouais. l'occurrence. Mais j'ai adoré ma conf parce que c'est sur l'aspect musique, création de contenu, business. Celle que j'animais avec Moziman, bien sûr, j'ai adoré. Et puis c'était un personnage que j'avais envie de rencontrer. Comme je mixais ensuite à la Paris Creator Week à la soirée, ça me faisait délirer de parler avec un mec qui était une star et qui se disait, sans connaître mon niveau microscopique, ah, mais toi aussi, quand tu mixes le week-end, tu vas lui Oui. mixer en live C'était devant des milliers de exceptionnel. personnes, etc. Tu vois qui c'est, toi, Hugo Tu vois, Moziman l'ancien mec de la Alors, Starac. ce que je peux dire, c'est les gens allez voir parce qu'il fait un truc sur les réseaux qui est très drôle et qui est malin en vrai. Ouais. C'est qu'il fait sur TikTok, il fait ce qu'il appelle le Dream Track. Et donc en gros, il prend n'importe qui, genre il prend je sais Alain pas, Chabat. Alain Chabat, Jamel Debbouze, Mélissa Torio, il prend des stars et il leur demande c'est quoi le son de tes rêves. Et donc, je sais pas, Mélissa Torio dit je veux que tu me mettes le rire de mon mari. Alain Chabat, il dit mets-moi le bruit de Burger Quiz et tout machin. Tu vois. Et en gros, il compose avec tout Il ça. est pas et tatoué il de en- partout. Pardon Il est pas tatoué de partout. il est un peu tatoué et surtout il a un espèce de cheveux, motif de léopard Ouais. sur les cheveux. Si, c'est bon, je vois. Là, Non, par exemple, là, non. il a sorti récemment une vidéo avec Ouais. Alain Chabat Bah, c'est ça, c'est sur lui. le truc d'Astérix. C'est lui. Et Incroyable. le son, il est bien, il est cool, non Incroyable. Franchement, il passe. Et donc, Ah, il est c'était très- lui, il Ouais. était là. Il était là, était là. c'était la C'est conf. C'est Pierre peut-être qui là l'a- que je l'avais vu, c'était parce que sur quand scène j'ai avec vu la Théo. vidéo là avec Alain Chabat, je dis, j'ai déjà vu ce mec. Ah, tu l'as vu Il sur était scène à la Ah, mais PCW. voilà. Mais il était Il hyper avec intéressant, Sony, hyper ouvert. Sony, Moziman et Pierre. Exactement. Putain, tu vois, je l'ai loupé cette conférence. J'irai la voir en Bah, replay. tu pourras aller Sur voir. Paris Creator Week. Sur la Paris Creator. Et juste D'ailleurs, avec un c'est petit un mail. bon exemple, tu vois, Moziman, à quel point la créateur économie, ça concerne tout le monde, tu Ouais. vois. Genre Ouais. les musiciens, pour exister aujourd'hui, ils doivent jouer avec le nouveau game des réseaux, trouver un truc fun avec Alain Chabat et tout ça, tu vois, pour se développer, tu vois. Ou trouver une musique qui va bien être dans les trends TikTok et tout ça, quoi. Donc, c'est un excellent exemple, quoi. Et donc, oui, donc il y a eu ce moment marrant où Pierrot, en fait, avait été en loge avec lui avant, et je pense que Moziman, il avait mal capté. Et donc, Moziman dit ouais, Pierrot, j'étais comme toi, j'étais DJ dans des petits clubs, le Silencio, tout ça. Tu vois, il fait oui, enfin, pareil, quoi, tu vois, genre, c'était marrant, quoi. Genre, je pense qu'il te prend pour un bon DJ, quoi. Ah, mais Il a dû te chercher après, vraiment genre, pour un bon DJ, quoi. Après, il m'a cherché. il va t'appeler pour un feat à Ibiza, genre, Pierrot, tu veux faire ma première partie, là, et tout, là, Je sais machin. que je crois que c'est Faut un que mec je qui a fait la écrive. Starac. ça. Oui, C'est exactement c'est ça. ça, ce que je disais Il tout à vient de l'heure. là. Il a gagné, je crois. Il a pas gagné Non, je crois qu'il Oui, est là. finaliste. Il est l'année de Grégory Le Marchal. Ah Ouais, donc ouais. c'était il y a longtemps. Donc il a pas gagné. Ok. Mais il devait être. Il allait assez loin, je crois. Mais bref. Et il a raconté sa vie sur scène, c'était trop cool. Ouais, non, c'était vraiment cool. Enfin, c'était un bon moment avec lui, tu vois. Moi, c'était mon petit moment détente. C'est le moment Ah, où j'avais de ouf. débranché de la PCW. J'étais sur scène et c'était le deuxième jour en plus, donc toute la pression était redescendue. Toi, on l'avait vu, hein, ça se voyait sur ta tronche là. Le Ah ouais premier jour, mais tu courais partout. Ouais. Oui. C'était.
T'avais des yeux, mais et le deuxième, je sais pas, je te trouvais détente, quoi. Bah, en fait, le J1, il y avait les Moi, c'est bénévoles qui étaient pas calés, c'est les petits jeunes qui débarquaient, fallait tout leur apprendre. T'avais le vestiaire où il y avait pas assez de place. T'as une meuf, anecdote incroyable. À un moment, il y a Hugo Décrypte qui est en train de faire sa conf et je reçois un SMS de ma mère qui était présente et qui fait. Donc, imagine, je suis en train de me promener, je cours de partout, je suis blême comme un linge. Et là, je reçois un SMS de ma mère qui dit il y a plus de son sur la scène, sur la master stage. De ma mère, je dis mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Et en fait. Donc là, je monte en panique, j'appelle les mecs de Solutions événements, les gars qui nous accompagnaient. Non, c'était l'autre prestataire. Oui. Et là, j'arrive. En effet, t'as la master stage, la scène extérieure, il n'y avait plus de retransmission de son à l'extérieur. Ah oui, parce que tu peux regarder le truc de l'extérieur. Tu peux regarder. Dans la salle, c'était OK. Dans la salle, c'était OK, mais à l'extérieur, et la salle était pleine. Et du coup, l'extérieur aussi était plein. Tout le monde était en train d'écouter Hugo. Et donc, j'appelle les mecs en panique, je remonte au truc de Station F. Et là, le gars qui arrive à la console de son, il fait elle est éteinte. Et là, on se retourne, on va vers l'endroit où était branchée la station. Et t'as une petite meuf avec son MacBook qui avait débranché la sono de toute la scène extérieure et qui était en train de charger comme ça. Je lui ai fait une descente, mais jamais tout. Elle a pris tout mon stress de la première journée. Je dis, mais c'est pas possible de faire un truc comme ça, putain, vraiment, un truc. Et on rebranche et le son revient. Je dis, ah putain, tout va bien. Après, j'avais chattertonné le truc. Je dis, vous allez me checker toutes les prises. Donc, bref. J1, t'as toutes les merdes. Mais elle a débranché un câble qui devait faire la taille. Un câble de chantier, mec. Un Ah câble ouais. qui fait... Mais c'est ouf. Elle a débranché un câble de chantier pour brancher son MacBook. Pour brancher son téléphone avec un petit. Et des Alors, merdes comme ça. pour quand même la défendre un peu, c'est quand même l'angoisse de plus avoir de batterie sur son MacBook. Ouais, mais bien sûr. Il y a rien de plus angoissant. Ah là là. Mais voilà, le vestiaire où il n'y avait pas assez de place à J1 parce que Station F, ils avaient planqué toute leur déco dans notre vestiaire. Donc on n'avait que la moitié du vestiaire qui était disponible. Donc on devait dire aux gens, toi tu poses ton vestiaire, toi tu poses pas ton vestiaire. Les stands où tu avais des trucs qui déconnaient. Enfin, toutes les merdes. La sécurité qui te dit, en fait il est 19h, faut qu'on se casse, mais t'as encore des gens dans Station F. Donc J1, t'as toutes les problématiques opérationnelles qui te tombent sur la gueule. Le premier jour est beaucoup plus stressant que le deuxième. Bah de ouf. Beaucoup plus. Voilà. Et pour la petite surtout, anecdote... la veille du jour 1, on est au dîner, on rentre très tard. Alors que la fin du jour 1, en fait, on allait dormir assez tôt. Hein. Oui. On rentre du dîner et à 1h du mat, on est en train de vérifier que la scénographie on est était bonne, retourné à tu Station vois, F. machin. C'était horrible. Enfin, Mais surtout la veille avant, à midi, on n'avait toujours pas les lanyards, les porte-badges. Ouais. Parce qu'on avait commandé les porte-badges trop tard. Et donc, du coup, quand ils nous ont dit, voilà, la livraison sera le mercredi. La Paris Creator Week, c'était le lundi, mardi. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on est arrivé en catastrophe. On a réussi à les faire produire à l'autre bout de Paris. On a envoyé chercher des gens, des badges 50 ici, 100 là, 200 là. Et la veille, tu avais les bénévoles qui sont venus la veille pour nous aider, pour plier les badges et les mettre pour que les gens arrivent et que leur badge soit fait. Enfin bref. Les gens savent pas que les 2000 personnes qui viennent, et peut-être que tu en fais partie, ne savent pas qu'il y a vraiment des gens qui. C'est une cinquantaine de personnes qui ont aidé vraiment de bon cœur. Bon cœur, quoi. Parce que vraiment, ils y gagnent pas grand-chose. Tu vois, de passer ton mardi soir, passer 4 heures un mardi soir à plier des feuilles et les mettre dans des poches Mais ils plastiques. faisaient pas que ça, après ils étaient aussi bénévoles. Il y en a certains, ils ont quasiment fait que ça, tu vois. Alors, Ah ouais. c'est vraiment des gens qui sont venus aider, il y en a beaucoup, et c'est vraiment grâce à eux que, tu vois, on les a invités à la teuf. Mais que vous avez eu l'expérience que vous avez eue, c'est grâce à nous, certes, mais c'est aussi beaucoup grâce aux bénévoles, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Et un événement comme ça n'existe pas sans bénévoles. Ça va être le mot de la fin. Hein, c'est ce qu'en fait, je suis en train de regarder l'heure et en fait, il va falloir que je rende le studio. En fait. Mais du coup, c'est cool. On a fait 1h30. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. On a parlé un peu de on a quand même beaucoup parlé de tout ce qu'il y a autour d'un événement, tout ce qu'il y a autour de l'aventure entrepreneuriale que vous vivez. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, des questions que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai pas posées? Non, c'est bon, j'étais parfait comme d'hab. Tu étais parfait comme d'hab. Moi, le seul mot que je dirais, c'est que voilà, ça paraît très niche la créateur économie. En fait, ça concerne plein de gens, tu vois. Donc, je pense que c'est intéressant pour ceux qui écoutent. Tout le monde. Ouais, je pense que ça concerne tout le monde. Je sais pas dire. Enfin, sauf peut-être les gens dans le luxe, tu vois. Mais non, dans le luxe, ils ont des divisions de médias, entertainment, ils sont en train de réfléchir. Je te jure, c'est vraiment tout le monde. Donc George, ils peuvent, s'ils nous écoutent, ils peuvent vous appeler. Ils peuvent avoir un stand. Ils peuvent avoir un stand. C'est ça, je pense. Ouais, c'est ça, si on doit faire un peu des petits appels. En fait, là, vous, donc, du coup, en fait, de toute façon, vous êtes toujours en recherche d'annonceurs. Donc, en fait, tous les gens en fait, qui veulent annoncer de près ou de loin sur ce marché de la créateur économie, sur ce marché essentiellement quand même B2B, en fait, ils peuvent vous contacter. Hein, je suppose qu'il y a les gens qui ont besoin de communiquer auprès de créateurs de contenu de tout type. Venez nous parler. Les gens qui ont besoin un événement comme ça, c'est comme c'est un événement de professionnels avec que des pros. Ça marche bien pour faire des annonces.
montrer un produit, faire une release de quelque chose, tu vois, genre montrer un truc en avant-première, montrer une exclue dans une petite salle un peu fermée avec une population où on a fait nous la curation. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui marchent très très bien. Et après, sinon, le nerf de la guerre, c'est quand même si vos partenaires, vos clients sont dans cet écosystème, bah, globalement, si vous êtes à l'event, vous allez les rencontrer, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, rencontre de créateurs, rencontre d'agences spécialisées, mise en avant de produits, événements spécialisés, et puis activation. Tu parlais de Dior, mais à OMR, ils avaient un petit vélo et ils distribuaient avec leur vélo Dior des petits parfums à toutes les personnes qui étaient présentes. Ouais. Mais en gros, chacun peut trouver, ça concerne tout le monde, la création de contenu, et chacun peut trouver son créateur ou l'activation ou les gens intéressants pour la Paris Creator Week. Et enfin, pour tous les gens qui sont loin de cet écosystème et qui se disent, comme moi par exemple, parfois sur l'IA, je suis en train de me faire dépasser par le truc, c'est trop loin. Venir pour écouter, se Exactement, former, ouais. former les équipes, mettre les gars à niveau, que ce soit des sales, des mecs en market, en communication, des DG pour leur personal branding. Enfin, en gros, pour ne pas être loin des réseaux, en 2 jours, tu te mets à niveau sur tout ce qui se passe sur la création de contenu. Et je rêverais qu'il y ait quelque chose comme ça dans l'IA, qui existe sûrement, mais je m'y intéresse pas assez. Simplement pour te dire, je vais me faire 2 jours, c'est bon, je suis à jour, je connais les logiciels, les softs, je connais les mecs, je connais les têtes d'affiche, je sais qui suivre, je sais qui sont les marques, les agences et les gars. En tout cas, ça te met à niveau définitivement sur tout ce qui se passe dans cet écosystème. Bah écoutez les gars, le message est passé. On a hâte de voir tout ça, hâte de voir après les petites informations qui vont être disséminées, savoir qui vont être les speakers, qui vont être les partenaires, tous les événements satellites autour de la Paris Creator Week. En termes de timeline, ça va être quoi? Ça va être toujours être début décembre? Ouais. 9 À peu 10 près les décembre. mêmes dates, c'est quasiment les mêmes dates, 9-10. Ouais. Ok. 9, 10, Toujours à Station Station F du coup. Toujours à Station F. Eh ben écoutez, on verra tout ça. Évidemment, on va voir les replays sur pariscreatorweek.com. On vous suit tous, vous sur LinkedIn. Ouais. Toi, t'as mis Jocaris du coup. Ouais, c'est bon. Tu sais qu'en plus, je me LinkedIn, rappelle ouais. que c'est moi qui t'ai conseillé ça. Et Ah tu sais ouais, que je crois de mettre qu'on... Jocaris sur LinkedIn. C'est Ouais, tu possible, m'avais ouais, demandé, c'est parce que avant, t'avais Marc Le Sage, quelque chose. Ouais, de j'avais Moretti. Marc, j'avais Marc Jocaris, le sage Moretti, un truc comme ça. Ah Enfin, j'avais oui, un truc et chelou. tu sais que c'est moi qui t'ai dit ouais en vrai, mais juste Jocaris. Et récemment, en fait, on m'a dit, mais tu sais qu'en fait, on n'a pas le droit de faire ça et que si tu te fais gauler, si on n'a pas le droit d'avoir un pseudo sur Exactement. LinkedIn, tu dois mettre ton vrai blaze, parce que tu dois mets mettre prénom ta carte d'identité, Comme etc. ça, c'est juste si tu veux avoir le truc verified, Certifié. tu vois. Moi, Ouais. du coup, je l'ai pas fait. le certifié. Normalement, je crois que t'as vraiment pas le droit. Ah ouais? Ouais, d'avoir le truc genre en mode D'ailleurs, si les gens de c'est pour LinkedIn ça que nous il y a- écoutent, t'as mis un point. il n'a pas le droit, ok? Non, mais c'est pour ça que t'as mis un point. Parce que Bah, le en nom de fait, famille je dois il est mettre- obligatoire. Ouais, je dois mettre prénom-nom. Donc Ouais. j'ai mis prénom Jocaris et nom de famille espace point. Mais tu sais que, en vrai, c'est trop marrant. Bon, bref, après, je vais encore parler de moi. C'est pas le sujet, je t'en parlerai après. Donc voilà, où Jocaris sur LinkedIn, mais bon, Ouais. là où quand même il y a le plus de contenu, c'est sur ta chaîne YouTube, qui s'appelle aussi Jocaris. Ouais, YouTube, Instagram, enfin tout quoi. Ouais. Partout, vous aussi, plutôt sur LinkedIn. Plutôt sur LinkedIn, carrément. LinkedIn. Bah, donnez vos noms de famille aussi. Hein. Oui, Karim Saba. Et Pierre Alary. Allez, là, ça part. Moi, je vais remercier les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux. J'allais dire, je vais remercier le sponsor, mais je ne sais pas encore qui c'est, mais je l'embrasse. Il a bien raison. Petite mention légale de fin, évidemment, si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez, un like, un commentaire, hyper important pour me soutenir. Si vous écoutez en audio, on met 5 étoiles. Ou 4, ça me va aussi. S'il y a un petit bémol ou quoi, genre je parle trop, j'ai la voix trop en re ou quoi, 4 ça me va aussi, mais 5 c'est mieux quand même. Et c'est tout, les conclusions sont toujours trop longues. Merci à Podspace de nous avoir accueillis ici. Merci encore à tous les trois. Bon courage pour toute l'organisation parce qu'on sait quand même que c'est énorme. Merci les gars, Merci je vous à toi. embrasse toutes et tous et ciao, c'est fini. Merci beaucoup Hugo Merci. pour l'invitation.